Il y a toujours un petit temps entre le moment où on appuie sur le bouton. Ah, voilà. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà que nous retrouvons notre commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France pour la troisième fois aujourd'hui, avec la dernière audition de ce jour. Et nous recevons Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas, qui a été directeur de cabinet du Premier ministre de 2017 à 2020, ainsi que Thibault Normand, qui a été sur cette même période conseiller technique énergie. Nous vous remercions tous deux d'avoir répondu à l'invitation de notre commission d'enquête. Vous avez, il me semble, demandé à être auditionnés ensemble, ce qui me semble tout à fait cohérent. On entre avec votre audition sur... ça a déjà été un peu le cas, mais dans cette phase de transition, on passe des techniciens et des acteurs du domaine énergétique aux conseilleurs avant d'aller sur la fin de notre cycle d'audition progressivement vers les décideurs et donc les ministres. Je ne vais pas être plus long dans mon propos introductif. Un questionnaire vous a été adressé par le rapporteur, qui pourra servir de fil pour votre propos introductif. Il me revient simplement, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de vous demander de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en conséquence de quoi je vous prierai successivement de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ». Très bien, écoutez, je vous laisse la parole pour un propos introductif. Je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur Ribadeau-Dumas. Alors, il faut juste appuyer sur... voilà. Très bien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, vous nous avez envoyé un questionnaire assez général nous demandant notre position sur la situation actuelle, sur son évolution, et aussi de retracer ce qui avait été fait pendant la période de 2017-2020. Et le plus simple peut-être dans ce propos liminaire, que j'essaierai de tenir dans les 10-15 minutes que vous nous avez demandé de respecter, c'est de vous dire très rapidement, et on reviendra sûrement dessus, j'en suis sûr, les défis ou les enjeux de la situation qu'on a trouvée en arrivant en 2017, pour vous donner un peu le cadre auquel on s'est senti confronté et les objectifs qu'on s'était donnés à ce moment-là. Ce que nous avons essayé de faire, en bien ou en mal, pendant cette période, ou en tout cas les sujets sur lesquels on était amenés à conseiller le Premier ministre, le Président de la République et le gouvernement sur ces sujets. Et puis peut-être, sans du tout en tirer des choses définitives et sans nous élever au-dessus de notre condition, vous dire ce qu'on en retient sur peut-être ce qui reste à faire ou sur ce qu'on aurait aimé plus faire ou mieux faire pour nourrir les éventuelles recommandations que vous serez amenés à prendre. La situation, quand on arrive en 2017, en mai 2017, le nouveau gouvernement avec le nouveau Président de la République, je la résume très très succinctement et très schématiquement en 5 points. Le Président de la République avait été élu sur des engagements très forts pour accélérer la sortie des énergies fossiles, 2/3 de notre consommation énergétique, la fermeture des centrales à charbon, la fin de l'exploration, une volonté aussi qui est qui était plus ambitieuse et qui nous distinguait de nos comparables occidentaux, de baisser aussi la part du gaz. Beaucoup de pays avaient décidé de faire du gaz une énergie de transition et au contraire, dans les engagements, c'était toutes les énergies fossiles qui étaient visées par cette volonté politique forte de réduire la part des énergies fossiles. Le deuxième constat ou le deuxième défi, je ne sais pas comment il faut le formuler, je me garde toujours de juger rétrospectivement les situations, j'en tire juste un bilan, une situation objective, c'est que il y avait eu beaucoup d'annonces sur les ENR, beaucoup d'annonces dans les gouvernements précédents, et qu'on était à un stade où on n'avait pas encore hiérarchisé quels ENR allaient être favorisés par rapport aux autres, les éoliens, l'hydrolien, il y avait encore l'hydrolien, la biomasse. On ne parlait pas beaucoup du fonds chaleur. On distinguait entre les éoliens offshore, onshore, les offshore flottants. Enfin, il y avait un peu tout et il n'y avait pas encore de trajectoire budgétaire cohérente pour mettre en œuvre ces annonces. Donc, on se retrouvait avec notamment un énorme... C'était gigantesque, j'ai le souvenir de ce chiffre parce qu'on traitait à la fois du Grand Paris et de la remise en œuvre du grand métro du Grand Paris qui coûtait 38 milliards d'euros, je m'en souviens très bien, et en même temps du coût des éoliennes offshore, des 6 champs d'éoliennes offshore qui avaient eu l'histoire que vous connaissez, sur laquelle je ne vais pas revenir, et qui coûtaient à peu près le même montant, en tout cas dans les conditions de température et de pression de l'époque. Donc était un enjeu budgétaire énorme qui asphyxiait un peu tout le budget des ENR,
lequel budget était déjà assez élevé parce qu'on payait le coût du solaire lancé sous Jean-Louis Borloo, et que donc c'était un enjeu budgétaire absolument énorme. Deuxième point, donc, mettre une trajectoire budgétaire cohérente avec les annonces sur les ENR. Troisième point, c'est M. Ververde, que j'aime beaucoup, qui a eu ce mot devant vous et que j'aime bien. Le nucléaire en France était un nucléaire honteux, c'est-à-dire toujours très prépondérant, toujours dominant dans la production électrique, mais pas complètement assumé, et avec beaucoup d'ambiguïté sur son futur. Il était en perte de vitesse dans le monde. Vous connaissez tous les décisions belges, hollandaises, allemandes, italiennes, elles étaient bien antérieures, etc. Et en France, il était toujours prépondérant, mais il était devenu en quelque sorte honteux. Il faut le reconnaître. Et donc on avait une trajectoire léguée par le gouvernement précédent, qui était ce fameux 50% du nucléaire en 2025, absolument pas assumé en fait dans la PPE, absolument contraire au business plan des entreprises elles-mêmes. Il y avait un hiatus entre ce que le gouvernement d'ailleurs avait lui-même accepté de payer sur un certain nombre de transactions économiques qu'il avait faites pour Framatome, pour Orano, etc. Et puis les objectifs qui étaient inscrits par ailleurs dans la loi. Et donc il fallait là aussi remettre une cohérence là-dedans, parce que il y avait cette incapacité de penser le futur dès lors qu'on n'assumait pas les objectifs qui avaient été inscrits dans la loi par le législateur sur proposition du gouvernement. Et on avait une majorité, je le dis aussi à ce moment-là, une majorité qui s'inscrivait globalement dans cet équilibre-là, enfin dans ce triptyque-là, le plus possible de NR, le moins possible de fossiles, et, si possible, réduire assez vite la part du nucléaire. C'était ça la situation politique du moment. Vous connaissez le ministre de l'écologie qui avait été nommé Nicolas Hulot à ce moment-là, portait lui-même cette conviction-là. Quatrième fait de 2017, quatrième situation de 2017, EDF était en mauvaise situation. EDF était en mauvaise situation déjà, vous me direz, pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais déjà dans une mauvaise situation. J'ai entendu beaucoup de présidents d'EDF dire que tout allait toujours très bien. Non, en 2017, EDF n'allait pas bien. Sa situation financière était très mauvaise, très mauvaise. Le nombre de ces conflits avec l'Europe non réglés était très important. Et c'était pas toujours la faute de l'Europe, c'était aussi d'autres opérateurs électriciens européens avaient réussi à faire des accords en la matière et à changer. Il y avait les fortes difficultés du nouveau nucléaire qui minaient la confiance de la société en elle-même, et qui n'étaient pas dues à des critiques à ce moment-là extérieures. C'était objectivement sur Hinkley Point, sur Flamanville, des difficultés d'ingénierie très très fortes. Quelque chose qu'on ne voyait pas encore et qu'à titre personnel j'ai regretté de ne pas avoir vu assez tôt, qui était aussi les difficultés de maintenance. C'est pas que le nouveau nucléaire qui souffrait, c'était aussi la situation du parc qui n'a jamais atteint les taux des taux de disponibilité qu'ils auraient dû atteindre. Et puis des conflits avec... alors, je suis peut-être trop entier quand je dis conflit, c'était pas des conflits, mais disons une relation d'EDF avec ses autorités de tutelle qui était pas saine, au sens où il y avait une mentalité un peu d'assiégé. Il n'y avait pas toujours du soutien, il faut le reconnaître, de la part des ministères vis-à-vis d'EDF. EDF fait partie de ces entreprises, comme Total ou comme d'autres, dont ce pays a besoin, mais que le pays se plaît à critiquer en permanence et parfois à essorer. Mais il y avait de cette mentalité d'assiégé-là aussi, du côté d'EDF, le sentiment que ils étaient incompris de tout le monde, et que personne ne les aimait, et que toutes leurs fautes, toutes leurs difficultés venaient de cette situation-là, qui n'était jamais bon pour qu'une entreprise voie en face ces difficultés. Et puis cinquième constat sur lequel je veux vous dire un mot, le fait que et je ne le dis pas pour relativiser ex post ou pour vous expliquer ce qu'on a décidé, on y reviendra, mais pour illustrer le fait qu'en 5 ans, les choses peuvent quand même varier très très vite, et qu'on fait du temps long quand on fait de l'énergie, mais que ça doit aussi nous rendre extrêmement modestes. Quand on est arrivé en 2017, les prix commençaient à remonter. Enfin, on sortait quand même d'une période 15-16 où les prix étaient à 30 € du mégawattheure, et où donc l'Arenh était devenue, pour EDF, quelque chose qui était de la protection, qui est protégé elle-même, même si elle offrait, elle était extrêmement atteinte dans son compte d'exploitation par ces bas prix, très bas prix de marché, et
on était plutôt dans une situation de surcapacité. Quand on se compare à la situation d'aujourd'hui, on exportait énormément, on avait des prix extrêmement bas, et on avait une consommation qui, depuis 2 ans ou 3 ans, et on y reviendra sûrement quand on vous parlera de PPE, qui, depuis 2 ans ou 3 ans, en 2017, quand on est arrivé, avait connu pour la première fois sur le temps long une consommation relativement flat, et qui permettait à certaines administrations et à certaines instances de dire qu'on rentrait dans une période nouvelle de consommation flat, de consommation stable, pardon, de ce mauvais franglais, qui a été un des cœurs de discussion. Et je sais que vous avez interrogé RTE sur le sujet, je vous ai ramené les courbes, mais je ne vais pas revenir sur ce débat. Donc voilà les 5... Quand j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui nous avait frappé quand on est arrivé, c'était ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait, bien ou mal, pas toujours bien, parfois de notre mieux, entre 2017 et 2020, puisque c'est la période, toi tu es parti un tout petit peu plus tôt, mais c'est la période qui me concerne en tout cas aux côtés d'Édouard Philippe. J'essaie de mettre ça sous... Bien sûr, on y reviendra, parce que je suis sûr que ça fera partie de vos questions. Il y a une PPE où on a essayé de mettre en cohérence, je vous disais que beaucoup d'effets d'annonce avaient été faits, on a essayé de se mettre en cohérence avec des objectifs atteignables, et au-delà des grands objectifs qui sont souvent des espèces de totems politiques, mais on a essayé de mettre des jalons précis dans la PPE qu'on a annoncé, que le président de la République a annoncé, et qui porte en germe l'ensemble des décisions, après j'essaierai de vous le montrer, qui ont été prises derrière. On a eu à régler le sujet de Fessenheim. On a essayé d'améliorer la situation d'EDF au plan financier, au plan industriel, au plan de la régulation, et c'est là-dessus qu'à mon sens, on a sans doute le moins bien réussi. Et on a été amené à faire des choix en matière de recherche sur lesquels je reviendrai. Sur la PPE, je suis sûr que vous y reviendrez, donc je vais très vite, mais je veux quand même souligner que dès novembre 2017, le gouvernement est formé en mai 2017, dès novembre 2017, Édouard Philippe se bat pour que le 2025, les 50% en 2025, l'échéance de 50% du nucléaire, qui avait été un peu abruptement fixée à 2025, devienne 2035. Et Nicolas Hulot, au Conseil des ministres, pour lancer la PPE, pour que justement la PPE, on sorte de cette ambiguïté et de cette incohérence entre des objectifs totémiques et des capacités et des objectifs réalistes. Dès novembre 2017, on annonce qu'on ne s'inscrit pas dans cet objectif qui pourtant avait été rappelé par le président de la République de 2025, et on se donne de l'air et on se donne les moyens de réfléchir sereinement à notre PPE en disant ce sera au plus tôt en 2035 en la matière. Deuxième chose qu'on essaie de faire assez vite dans la PPE, et même avant la PPE, c'est ce que je vous disais sur la hiérarchisation des ENR, essayer de voir dans les ENR lesquels étaient les plus rentables économiquement, les plus facilement déployables, ou en tout cas réalistement déployables, lesquels étaient économiquement condamnés. Et donc on est amené à prendre des décisions difficiles sur l'hydrolien. On a renégocié les 6 champs offshore en faisant baisser leur prix de 30%, mais en les confirmant tous, mais en ayant une négociation avec les industriels pour faire baisser leur prix qui était dans les conditions du moment inabordables, et en renégociant un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui à l'État de ne pas être complètement floué par le fait que la situation de prix a radicalement changé, et donc à profiter d'une partie de la manne du nucléaire, d'une partie de la manne, pardon, des prios pour les ENR. On décide de choses importantes sur le parc existant, donc ça c'est les annonces du président de la République en novembre 2018, où en particulier sur le parc existant, la PPE fait la PPE qui est travaillée en 17 et annoncée en 18, fait l'annonce importante que la très grande majorité des réacteurs du parc existant iront jusqu'à leur 5e visite décennale, et que la moitié d'entre eux seront même étendus au-delà, ce qui reste, je vous le rappelle, une des grandes épées de Damoclès quand même sur le parc. C'est-à-dire qu'il faut encore que l'ASN l'autorise, et qu'on n'ait pas d'effet de difficultés d'effet de série comme celle qu'on a pu découvrir sur les corrosions sous contrainte. Et on fait une trajectoire, alors que chacun peut juger aujourd'hui rétrospectivement, mais qui se basait sur ces fameuses courbes de RTE sur lesquelles vous avez questionné le directeur général. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé,
je vous les montre comme ça, mais vous les connaissez. Au mieux, c'était flat. Hein, et vous aviez EDF disait ça va faire ça va monter, la consommation va monter comme ça. Vous aviez l'ADEME qui disait ça va faire ça. Puis vous aviez RTE qui en gros disait ça va être flat. 3 ans plus tard, RTE dit ça va faire ça. Hein. Et donc la vérité c'est qu'on soupçonnait un petit peu que les courbes RTE étaient pour le moins optimistes sur notre capacité à faire des économies d'énergie, et que donc on a toujours pensé que se baser sur ces courbes-là représentait un certain nombre de risques. Et donc vous verrez dans la PPE, si vous la regardez attentivement, toutes les décisions qu'on prend sur les potentiels arrêts de réacteurs sont toutes subordonnées justement à des revues qui ont donné lieu à la fameuse étude qui est sortie un peu après notre départ et qui a été saluée, je crois, par tous les acteurs, qui s'appelle Futur Énergétique, et qui fait cette fois-ci une revue avec nos objectifs d'électrification, avec une vision sur les efforts de consommation d'énergie sans doute un peu plus réaliste, et qui a conclu à cette courbe-là, qui reprend en fait un trend assez séculaire d'indexation sur la croissance. Hein. Et c'est pour ça que nous avions à Matignon un peu de mal à penser qu'on était fondamentalement dans une rupture de rythme. Et donc on a tous les réacteurs, dans la PPE, tous les réacteurs qui devaient s'arrêter avant leur 5e visite décennale ont tous ce caveat que ce sera sous réserve que les études ultérieures confirment qu'on était sur une trajectoire de consommation stable, ce que les études ultérieures n'ont pas confirmé. Et puis dans la PPE, il y a ces phrases importantes et très compliquées à l'époque à négocier avec le ministre de l'époque, avec tout le monde, qui était un équilibre politique, je vous l'accorde assez volontiers, sur le nouveau nucléaire. Et le fait qu'il y aura une décision sur le nouveau nucléaire dans le quinquennat en 2021, disait la PPE. Elle a finalement eu lieu au discours de Belfort en 2022, mais on est à peu près été dans ces temps-là. Il y a eu plusieurs explications à ce délai, et je peux vous donner les officiels et les officieuses. Il y avait vraiment la volonté, je reviendrai dessus dans ma conclusion, de continuer à approfondir un certain nombre d'expertises. Je vous dirai à quel point le décideur politique et ses conseillers en la matière peuvent être souvent confrontés à des... On s'attend à ce qui est dans l'État, les mannes de M. Guillaumat ou de M. Boiteux ou de M. Delouvrier ou de je ne sais qui vous apportent directement sur un plateau les équations en bons chiffres et secouées par des experts dans tous les sens. Et vous n'avez plus qu'à choisir entre un certain nombre de... C'est pas exactement ça la situation. La situation, malheureusement, c'est qu'il fallait, quand on est arrivé, et malgré les efforts qui ont été faits entre 2017 et jusqu'au discours du président, il y avait beaucoup de choses qui restaient à décider et qui restaient à élucider. D'abord, il y avait la confiance dans le nouveau nucléaire. Son prix, son design, le moment où il sortirait. Et donc, un des réflexes du président, ça a été de dire, avant de confirmer le nouveau nucléaire, y compris en prenant le risque d'ouvrir une crise politique avec une partie de la majorité, etc., je veux être sûr que le nouveau nucléaire, il marche. Et donc, à ce moment-là, comme Flamanville avait été pour la 4e fois repoussé dans sa date de raccordement au réseau, 2021 était à peu près la nouvelle date qu'on connaissait à l'époque où Flamanville allait sortir. Donc on s'était dit, on va se donner le temps que Flamanville marche. Et quand le Flamanville marchera, ça sera plus simple de confirmer le nouveau nucléaire. Premier point. Deuxièmement, on voulait aller jusqu'au bout de l'analyse scientifique. Et on avait entendu un certain nombre de personnes nous dire le 100% ENR, c'est pas possible, les batteries ne seront jamais prêtes, etc. Et on voulait le documenter. On voulait faire progresser le degré de prise de conscience collectif dans notre majorité et dans le public sur oui ou non, voilà ce qui est possible, pas possible, et combien tout ça va coûter. On voulait que EDF en profite de cette période-là pour régler une partie de ses problèmes industriels. On voulait que la filière se structure. Et donc, le temps qui a été mis entre les annonces de 2018 et le fait qu'on disait en 2021, on décidera sur le nouveau nucléaire, je vous accorde qu'il y a sûrement aussi une volonté de pas forcément tout de suite et immédiatement ouvrir un certain nombre de conflits politiques avec un certain nombre de composants de la majorité. Mais il y avait aussi, très sincèrement, et si vous regardez les choses, elles ont été faites, des jalons administratifs, techniques, d'expertise qui ont été remplis et qui ont permis, je crois, en tout cas moi c'est une des choses sur lesquelles dans la période, et je vous dirai ce qu'on a à mon avis mal fait, on a fait progresser
un certain nombre de prises de conscience. Et je me souviens très bien d'un débat qu'on avait eu avec M. Lévy sur faut-il ou pas examiner ce scénario 100% NR. Et pour Jean-Bernard Lévy, la simple idée de le mettre en examen, pardon, c'est pas le bon terme, d'ouvrir cette hypothèse résonnait comme un désaveu pour EDF. Et je me souviens au contraire lui avoir dit, mais ça va nous permettre pédagogiquement d'expliquer ce qui est possible, pas possible, où on est là. Il faut au contraire mettre les choses sur la table. Et je crois qu'aujourd'hui, Futur énergétique, comment ça s'appelle ce truc déjà ? Futur énergétique 2050, est salué comme quelque chose qui permet un peu ce que je vous disais qu'on cherchait nous en arrivant, c'est-à-dire poser le ballon, établir un certain nombre de faits, non vraiment discutés, qui permet ensuite de faire des choix politiques. Mais pas à l'envers, c'est-à-dire pas commencer par des choix tomber du ciel et puis ensuite tordre les réalités pour qu'elles concordent. Donc ça, c'est comme ça que la PPE se prononce sur le nouveau nucléaire. Et je crois qu'il y a une vraie filiation entre ce qui est décidé en 18 et le discours de Belfort. En tout cas, tout ce qui a été amené derrière a permis le discours de Belfort derrière. Troisième, je suis trop long, j'accélère, mais vous reviendrez certainement dessus. Troisième chose qu'on a faite et qui nous a pris du temps pendant les 3 ans où on a été là, on a fermé Fessenheim, c'est-à-dire qu'on a mis un terme à cette décision que nous n'avions pas prise, mais qui avait été annoncée, confirmée par un président de la République, par un deuxième président de la République, inscrite dans les plans et que nous avons mis en œuvre en 2020. Premier et deuxième réacteur fermés en 2020. Je reviendrai dessus, si vous le souhaitez, sur comment est-ce qu'on a été amené à confirmer cette décision, comment est-ce qu'on l'a réexaminé et pourquoi est-ce qu'en la réexaminant, on l'a quand même conforté. Mais j'accélère parce je parle trop. Et quatrième chose série de choses qu'on a faites, j'en dis un mot parce que on a entendu sur ce sujet, c'est les sujets de recherche. On a pris des décisions lourdes en matière de recherche et on a entendu sur ce sujet-là pas mal d'outrance avec la force apparente que donne l'indignation académique, qui était certainement sincère, j'en ai aucun doute, mais je réponds avec la même force sincère que les décisions qu'on a prises là-dessus n'étaient pas des décisions à courte vue, elles n'étaient pas des décisions irréfléchies. Et je voudrais vous rappeler les faits. On a fini le réacteur d'essai militaire dont personne ne parle, mais qui a coûté des milliards. Simplement, personne n'en parle parce qu'il est financé sur crédit militaire et qui a lui aussi continué à donner une quille au bateau de la recherche nucléaire. On a sauvé ITER. Notamment parce que le Premier ministre Édouard Philippe a personnellement négocié avec le département d'énergie américain les contributions des États-Unis et d'autres pays pour que ITER continue. On a sauvé, y compris en investissant beaucoup d'argent, le réacteur RJH, qui, à court terme en tout cas, on peut discuter sur l'importance à court, à moyen terme des réacteurs d'essai différents, mais RJH à court terme est au moins aussi important, plus important pour la filière qu'Astrid. Puis certes, on a décidé de renoncer au réacteur Astrid. Ça, c'est vrai. D'autres plus savants que moi, et Thibault pourra vous donner des chiffres s'il le faut, mais je me souviens très bien de cette décision. Je me souviens très très bien de cette décision. C'était dans le cadre d'un examen assez approfondi des priorités du CEA, avec une consultation des acteurs de la filière, avec un conseil de politique nucléaire qui s'est tenu précisément sur ce sujet, qui, contrairement à ce qui a été dit, a clairement décidé que n'a pas remis en cause avec cette décision les fondements du cycle fermé du combustible. Au contraire, on l'a accompagné de nouveaux programmes de recherche, du moxage des réacteurs 1300, et simplement, on a considéré que lancer sitôt un nouveau réacteur, plutôt que de faire de la recherche sur le combustible, plutôt que de continuer des études et de lancer un réacteur qui déjà été annoncé, je crois que M. Ververde a mentionné le chiffre de 7 milliards, en tout cas des sommes absolument considérables, ça n'était pas raisonnable. Ça n'était pas raisonnable pour le CEA. Donc c'est pas une décision qui a été prise à l'emporte-pièce et c'est pas une décision sur laquelle on peut la critiquer, mais elle n'a pas été prise à la légère en tout cas. Voilà les différentes séries de décisions sur lesquelles on sera évidemment amené à revenir. Je voudrais en conclusion, et vraiment en me gardant de donner quelques leçons ou quelques choses définitives que ce soit, vous dire ce que peut-être
ex post, moi, j'en retiens. Le sujet, dans les choses qu'on a faites, je vous ai dit, ou qu'on n'a pas assez faites, à mon avis, c'est aider le soldat EDF dans sa transformation industrielle, financière, de régulation, etc. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts financiers sur EDF, même avant le Covid. On a payé les dividendes, on a réinvesti, etc., etc. On a essayé de les accompagner sur les trajectoires de prix. On a réglé les problèmes des conflits de prix qui existaient avec l'ancien gouvernement. Mais on n'a pas tout réglé dans EDF, certainement pas tout réglé dans EDF. Il y a beaucoup de choses. Vous avez vu les débats sur Hercule, les débats sur la régulation européenne, etc., etc. Et ça, si j'ai un regret, c'est qu'on n'a pas pu. C'était au programme de l'année 2020. L'année 2020, ça a été le Covid. Ensuite, ça a été compliqué avec la Commission européenne. Nos successeurs non plus n'ont pas réussi. Et le chantier sur EDF, il reste ouvert. Et le chantier sur EDF, il reste ouvert. Mais le chantier sur EDF, le premier message que je voudrais passer, c'est qu'il est d'abord industriel. Il est d'abord industriel. Je ne sais pas ce que les présidents d'EDF vous ont dit, mais moi j'ai été frappé en les écoutant sur le côté, que je vous illustrer un petit peu de mentalité d'assiégé d'EDF. Moi j'ai un immense respect pour cette entreprise. Je considère qu'elle n'a pas toujours été aidée par les gouvernements, par la régulation européenne. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais le problème, il est d'abord et avant tout un problème industriel qu'il faut régler. Qu'il faut régler. Et le marché, l'arène, l'Europe, le gouvernement ne peuvent pas être uniquement des boucs émissaires pour expliquer tous les problèmes d'EDF. Ils en expliquent certains. Je suis le premier à vous le concéder. Mais ils n'expliquent pas tous les problèmes d'EDF. Le marché n'est pas responsable de l'indisponibilité des réacteurs. L'interconnexion européenne, le marché européen, ça a été longtemps une chance pour EDF, qui exporte quand même, qui a créé un peu de surcapacité à la fin des années 90 et qui était bien content d'exporter. Et un AREN qu'il faut évidemment rénover. Un AREN avec la fin des aberrations du droit d'option des fournisseurs alternatifs et avec une indexation plus raisonnable. Un AREN, en soi, c'est plutôt un instrument assez sain de protection du consommateur et qui serait une régulation pas absurde pour le futur EDF. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur ces sujets-là. Et c'est vrai aussi, très vrai, qu'il est plus difficile de motiver, de recruter, de motiver des ingénieurs quand on se fait critiquer toute la journée. Mais pardon de le dire, Total aussi se fait critiquer toute la journée. Les entreprises de plastique, elles se font critiquer toute la journée. Et pourtant, elles ont quand même les meilleures conduites de projet du monde. Donc il y a un moment donné, voilà, le problème d'EDF, c'est aussi un problème industriel qu'il faut qu'il règle. Il y a un nouveau patron d'EDF qui est tout à fait remarquable. Il faut faire très attention à ce que dans la transformation d'EDF, dans sa nationalisation, dans ce qui se profile, on n'en fasse pas un arsenal soumis à 4 tutelles de l'État, 3 autorités administratives indépendantes, et qu'on en oublie que d'abord et avant tout, on veut retrouver l'excellence industrielle qui a souvent été, qui a longtemps été et qui est toujours dans beaucoup de domaines la caractéristique d'EDF. Deuxième piste peut-être, sur le côté un peu hémiplégique de la régulation européenne, on a un marché européen et encore une fois, moi je considère que c'est une bonne chose. Ça a été plutôt, on a des actifs énergétiques qu'on entend étaient les meilleurs du monde. C'est bien si on a un marché européen pour être dedans. Il n'est pas toujours très sain ce marché. Il faut compléter ce marché européen par une PPE européenne. Le fait qu'il existe un marché européen n'est pas en soi mauvais à mon sens. Ce qui est très mauvais, c'est que nos choix énergétiques ne soient pas du tout coordonnés et que donc on ait une seule tarification européenne, mais des choix énergétiques qui peuvent être à ce point discoordonnés. Et je ne crois pas que la solution réside dans l'atomisation des marchés nationaux. En revanche, il faut nécessairement que, si on admet une hétérogénéité des choix énergétiques, on en tire les conséquences sur des adaptations de cette tarification selon les choix que chacun des États a fait. On ne peut pas payer le prix marginal du gaz quand on a décidé de ne plus être dépendant du gaz. Ça, c'est pas possible. Troisième sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi j'aime l'État et que j'en attends toujours beaucoup. On a un sujet, et il y a beaucoup de gens absolument remarquables dans les différents ministères. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils ne font que de la langue de bois ou qui sont pas bons. Je pense qu'ils sont très bons. Mais on a un vrai sujet d'éclatement de l'expertise. Et parfois, pardon de le dire, mais et je le dis devant le Parlement, au risque de me faire de politisation de l'expertise. Et il faut faire très attention à ce que chacun reste dans son rôle. Les services administratifs, les services du gouvernement, ils sont là pour présenter des faits objectifs, étayés aux différents responsables politiques. Et quand on commence à tordre ces faits, parce qu'on a un présupposé dans un sens ou dans un autre, tout à fait valable, tout à fait respectable qu'on soit défenseur, enfin anti-nucléaire ou pro-nucléaire,
désireux de réduire la consommation ou convaincu qu'elle doit accompagner la croissance. Chacun est libre de ses opinions. Ce qui est mauvais, c'est quand on commence à faire régner, à demander en gros aux sachants de se taire ou de changer leurs chiffres parce qu'on n'a pas envie de leurs conclusions et qu'on ne reconnaît pas que y a un certain nombre de choix qui coûtent de l'argent, qui vont durer longtemps et que on peut les prendre. On a tout à fait le droit de les prendre, mais il faut en assumer les conséquences. Si vous regardez la situation de l'expertise nationale, je ne sais pas s'il y a eu un âge d'or passé, je ne crois pas. Hein. Je crois que dans le passé, on avait un monde certainement plus technocratique, peut-être efficace, assez opaque et assez fermé, et que c'était pas forcément, et que c'est plus adapté à notre temps de façon évidente. Aujourd'hui, on a un monde bourré d'enquêtes publiques. On a fait je ne sais combien d'enquêtes publiques avant, après la PPE. Enfin, pour adopter la moindre programmation, il faut je ne sais combien de mois d'enquête publique. Vous serez amené à y réfléchir, j'en suis sûr, dans les lois qui viennent. Et puis, il y a trop de politisation des personnes qui devraient normalement être amenées à vous donner des faits objectifs. Et le gouvernement manque d'un lieu où on pose le ballon en toute... C'est ce qu'on a essayé de faire avec la PPE. C'est pour ça que, tout en reconnaissant qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites, moi je défends cette PPE. Je pense qu'elle était intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle a essayé de mettre de la cohérence sur des grands objectifs. Il faut avoir la certitude que les faits, les vrais faits sont fournis aux différents décideurs politiques. Et que non seulement ils sont fournis et que si possible, il y a quelqu'un qui en fasse la synthèse, mais après tout, Matignon sert parfois à ça, à faire la synthèse. Donc moi, je ne suis pas gêné du fait qu'arrivent d'un peu partout des opinions différentes. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'orphelins dans le système. Une des choses qui m'avait frappé, moi, dans la construction de la PPE, c'est qu'il y avait des gens qui défendaient, à juste titre, et encore une fois, ils étaient payés pour le faire, la décarbonation de l'énergie, la trajectoire la plus rapide possible. Il y a des gens qui défendaient la baisse de la consommation énergétique. Il y a beaucoup de gens qui défendaient EDF, et Bercy était vraiment très soucieux de la situation financière d'EDF, et c'était son rôle. Mais il y a une partie de Bercy qui devrait se soucier non pas seulement de la situation financière d'EDF, mais du prix de l'énergie pour l'industrie. Et moi, j'avais été éduqué dans une mythologie que les prix de l'industrie, qu'un des atouts compétitifs de la France, c'était une énergie basse pour son industrie. Et c'est plus vrai. Et c'est plus vrai. Et ça, c'est un des enjeux où on se soucie pas assez d'ailleurs. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu après du prix de l'électricité pour les ménages. On commence à s'en soucier maintenant. Mais se soucier du prix avant que la crise n'implose, il y avait peu de gens dans l'État qui défendaient avec... Il y en avait évidemment, mais qui défendaient avec force ou qui étaient entendus sur ce que les conséquences de nos choix sur ces grands objectifs sur le prix de l'énergie pour l'industrie allaient entraîner. Et donc, il faut s'assurer que dans l'organisation de l'État, dans l'idéal, il faudrait un lieu de synthèse qui amène tout ça. En tout cas, il faut s'assurer que tous les intérêts légitimes et le prix de l'énergie pour l'industrie est un intérêt plus que légitime, sont bien exprimés. Et puis enfin, au risque de faire du café du commerce, il faut énormément de vertu pour une bonne politique énergétique. Je le dis avec modestie, mais il faut de la constance et du réalisme, et pas des grands objectifs qu'on balance et qu'on oublie. Il faut de la souplesse en même temps sur l'outil. Je vous ai dit au début la situation qu'on a trouvée en 2017 et la situation où on est aujourd'hui. Et donc, plutôt qu'un carcan, il faut des jalons qui permettent de s'adapter aux situations qui vont bouger. Je ne sais pas ce qui va se passer en Ukraine, je ne sais pas si les prix du gaz vont revenir. En 2017, on nous avait dit, ça a été une vraie belle discussion, et elle reviendra, cette discussion. En 2017, la vraie discussion sur est-ce que le gaz est une... Je suis sûr que M. Pouyanné vous a encore redit que le gaz devait être une énergie de transition. Et c'était une vraie belle question pour le pays. Est-ce que ce que fait la Chine, ce que fait l'Allemagne, est-ce que le gaz est une énergie de transition? Aujourd'hui, avec l'Ukraine, c'est sûr que le gaz est tellement cher qu'on ne peut pas. C'est une question qu'on ne se pose plus. Elle reviendra. Elle reviendra. Et donc, faire aujourd'hui des décisions très lourdes sur le gaz, c'est évidemment engager l'avenir. Et donc, il faut avoir de la souplesse et être capable de reconfigurer ça. Et puis, je vous disais, protéger l'industrie et penser à l'industrie, parce que on a le réflexe en France quand même de faire... Les Allemands ont cette espèce de vertu incroyable de protéger d'abord leurs industries et ensuite leurs consommateurs, avec cette situation allemande qui était très caractéristique, où c'est le consommateur qui a payé pour la sortie du nucléaire,
Mais l'industrie avait été totalement protégée. Et aussi, aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, si vous regardez les chèques qui sont distribués, ils protègent d'abord les grosses industries, un peu moins les petites industries, et puis en dernier, le consommateur. Nous, on distribue des chèques aux consommateurs. Sur le long terme, qu'est-ce qui va le plus protéger les Français? On peut vraiment se poser la question. Donc, ce sujet-là, il me semble clé. La capacité à ne pas s'enfermer dans des totems, des grands chiffres qui ensuite hystérisent le débat politique, mais être capable de reconfigurer notre politique énergétique en fonction des circonstances, ça me semble aussi une des vertus qu'on doit chercher à obtenir. J'ai été trop long, je suis désolé. Non, pas du tout, c'est intéressant. Je vous remercie. J'aurais une première question sur un entretien qui sera forcément plus politique que technique, mais vraiment de contexte. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que ce que vous décrivez là, ça n'est pas du tout ce qui était transmis par le gouvernement à la population. Ce mouvement que vous semblez décrire j'aurais tendance à qualifier ça d'un retour à la stratégie séculaire de l'énergie en France, avec les variations liées aux évolutions technologiques et à la maturation des techniques. Mais ce n'est pas du tout ce qui est perçu par les Français. D'ailleurs, vous le dites vous-même, on commence avec une majorité qui est hostile au nucléaire et qui est construite. Alors, au nucléaire, je résume peut-être trop vite en disant hostile au nucléaire, mais en tout cas, une majorité qui est celle de la filiation de la loi TEPCV, etc., etc., et donc qui se retrouve parfaitement dans la politique énergétique qui a été menée de 2012 à 2017. D'ailleurs, quand on regarde les ministres de l'énergie successifs, c'est Nicolas Hulot, François de Rugy, Elisabeth Borne, précédemment directrice de cabinet de Ségolène Royal, et même après, Barbara Pompili, qui jusqu'à la fin du quinquennat précédent, alors même que le discours de Belfort est déjà prononcé, va continuer de produire un récit politique qui n'est pas du tout celui que vous nous décrivez là. Comment est-ce que une cohérence peut être comprise finalement de cette situation? D'abord, encore une fois, le discours politique et la façon dont il est compris, moi j'essaie de vous donner ce que nous avons écrit, ce que nous avons fait. Après, comment est-ce qu'il est perçu? Évidemment, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. La situation, c'était quand vous avez Nicolas Hulot au gouvernement, évidemment, vous êtes dans une configuration politique où les positions de Nicolas Hulot sur le nucléaire étaient connues, archi connues. Connues, archi connues. Je veux dire, bon. Et le fait que Nicolas Hulot, j'allais dire, porte lui-même, accepte justement, et ça a fait partie. Nicolas Hulot, dans son expérience ministérielle, il l'a décrit lui-même. Je vais pas la décrire à sa place. Il a décrit lui-même la difficulté qu'il y avait justement à réconcilier comme ça le réel et les objectifs. Il a lui-même accepté de porter quand il a vu ce qu'on lui a mis en face, quand on lui a dit mais écoute, voilà, tu es en charge de l'énergie, voilà les conséquences si on fait demain 2025 50%. Et donc il faut accepter. Et il l'a lui-même porté le 2035. Il a accepté de le porter. Il a dit à combien ça lui a coûté personnellement. Il a jamais dit qu'il avait été contraint par le gouvernement à le faire, mais il a lui-même expliqué à quel point ça a été une décision difficile. Et à ce moment-là, il est vrai qu'il a fait lui-même. Il l'a dit dans un livre, d'ailleurs, où il m'a même mis nommément en cause sur le thème. Il y avait des obtus au cabinet du Premier ministre qui voulaient un nouveau nucléaire. Et donc, lui ne voulait pas de nouveau nucléaire. Ça, c'était sans doute sa limite politique, lui. Il avait admis qu'on prendrait plus de temps pour rééquilibrer le mix. Et c'était quelque chose sur lequel on avait réussi à le convaincre, que 2025 était impossible, qu'il fallait aller à 2035, qu'il y avait des contraintes, que ça se traduirait sinon par des surcoûts considérables, que le rythme de développement des ENR n'était pas possible. On avait fait avec lui cette loi sur les ENR qui touchait un certain nombre de totems aussi pour son parti, parce que ça voulait dire supprimer un certain nombre de recours sur des enquêtes publiques, sur des choses qui normalement sont sensibles pour un parti, la famille politique verte, etc. C'était des choses pas faciles pour lui, mais il les avait portées. Mais c'est vrai qu'il ne portait pas du tout, c'est vrai, le nouveau nucléaire. D'où aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous ai pas caché dans mon propos liminaire, on voulait préparer le terrain. On voulait qu'un certain nombre de décisions permettent de jalonner les choses. On considérait que ni la majorité, ni le pays lui-même,
ni le pays lui-même. Aujourd'hui, il y a une consensus qui s'est établi. Le pays lui-même n'était pas prêt forcément à ça. On était, mois après mois, on reculait de 6 mois le nouveau nucléaire, etc. etc. Réaffirmer dès la fin 2017 qu'on allait construire 3 paires de réacteurs nucléaires ne nous semblait pas le meilleur moyen de faire aboutir le dossier, c'est vrai. C'est vrai. D'où les jalons que je vous ai mentionnés, et sur lesquels on pourra revenir si vous voulez, quand dans la PPE on liste le design, le coût, les sites, le rapport Collet-Billon-Destaca. Vous dites le discours que je porte aujourd'hui n'est pas celui qui était perçu à l'époque. Je vous rappelle qu'Édouard Philippe était critiqué assez régulièrement pour être soi-disant un suppôt du nucléaire parce qu'il venait de chez Areva. C'était quand même ça la situation. Donc c'était quand même perçu par la population. Je pense qu'il défendait au sein du gouvernement cette thèse-là. Quand on a nommé M. Descata et M. Collet-Billon pour réfléchir au nouveau nucléaire, je ne vous cache pas que vu de chez Nicolas Hulot, ça a plutôt été vu comme une provocation. Je ne pense pas qu'il aurait nommé ces personnes-là. Si vous connaissez le pédigré de Yannick Descata et de M. Collet-Billon, vous devinez que ça n'a pas été facile à porter pour... Nicolas Hulot a bien vu que pour réfléchir au nouveau nucléaire, nommer ces personnes-là, c'était pas comme si on avait nommé le président de Greenpeace. Donc voilà. C'est intéressant parce que finalement, le ministre en charge de l'énergie... Mais un gouvernement, monsieur, vous le savez oui, très bien. Non, mais j'entends qu'il... Un gouvernement, il arrive qu'il soit un peu pluriel. J'entends le caractère pluriel d'un gouvernement, Monsieur Ribado-Dumas. Je me surprends simplement de découvrir à quel point il y a un grand écart entre les objectifs stratégiques qui sont imaginés au niveau du Premier ministre et l'incarnation du ministre directement en charge au plus profond des valeurs qui ont conduit à ce que ce soit lui qui soit nommé là. Je souligne quand même que la succession des ministres de l'énergie sous le quinquennat précédent, c'est Nicolas Hulot, François de Rugy, Elisabeth Borne, Barbara Pompili, qui tous ont un parcours dans lequel ils se sont fortement opposés à ce qui est le discours de Belfort, finalement. Mais honnêtement, ils ont tous pris, parfois y compris avec des arbitrages Matignon compliqués, mais ils ont tous porté au fur et à mesure cette réorientation du mix, ou en tout cas cette clarification du mix, qui à la fin des fins est en germe dès 2018, 17, 18 dans la PPE, et qui s'exprime ensuite dans le discours de Belfort fin 2021, et qui encore une fois, alors n'a pas été assez vite aux yeux d'EDF. EDF aurait souhaité beaucoup plus rapidement pour annoncer les sites, commencer les enquêtes publiques, etc. Mais là où je veux pas laisser, il n'y avait pas dans l'esprit du Premier ministre et dans l'esprit du président de la République, je pense. Moi, je conseillais le Premier ministre. Il y avait une forme de conviction qu'il faudrait, d'une façon ou d'une autre, un nouveau nucléaire, ne serait-ce que pour, à l'époque, on disait faire une décision de no regret, c'est-à-dire le temps que des technologies nouvelles arrivent. Parce que quand on regardait les choses, même avec les meilleurs sentiments du monde sur les batteries, sur les ENR, etc., on voyait bien qu'au-delà de la trajectoire de PPE, il faudrait, comment on dit, bridger le gap, mais faire la jonction avec nécessairement un nouveau nucléaire. Là où on avait de vraies interrogations, Monsieur le Président, vraiment, et qui fait que nous-mêmes, nous ne nous sentions absolument pas de pousser cette décision à ce stade, c'est qu'on ne savait pas quel nucléaire, c'est-à-dire qu'il y avait tout le débat sur le PR, le PR2, est-ce que Flamanville va marcher, etc. Il y avait les SMR. Le Premier ministre, dans sa vie passée, avait vu ce que c'était que des acteurs importants du nucléaire qui préféraient le SMR2. Donc il demandait que ce sujet-là, Édouard Philippe, c'est un homme de fait, c'est un homme très rationnel. Et donc il a voulu constater au sein de son gouvernement un certain nombre d'oppositions très fortes. Il avait des convictions assez fortes qui, à l'époque, lui ont été assez reprochées sur le fait qu'il était trop nucléaire en la matière. Et il a voulu qu'à un certain nombre de sujets, on pose le ballon et qu'on établisse des faits. Et donc il a commandé un certain nombre d'études complémentaires. On a eu Futurible, j'oublie toujours son nom, celle-là. On a eu les débats sur le design de l'EPR2. On a demandé à EDF, avec les missions Foltz et autres, de vraiment essayer de nous... On l'a pas ici d'ailleurs, parce qu'on voit les difficultés d'aujourd'hui, de nous rassurer sur sa capacité industrielle à ne pas répéter les difficultés de Flamanville. Donc
Voilà, ça c'était dans la démarche personnelle du Premier ministre aussi. Pas du tout du temps perdu, pas du tout du temps pour négocier avec Nicolas Hulot, mais la façon de faire monter progressivement les choses afin que le fruit soit mûr et que la décision soit possible. Et quand on voit, je ne sais pas si je ne fais pas de politique fiction, je ne dis pas, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais je ne crois pas que dans notre pays, sur une politique comme ça, les virages au frein à main soient les meilleures façons de faire. Ça fait 5 ou 7 ans qu'on écrivait 50% en 2025 et des choses comme ça. Notre majorité en était, comme vous dites, assez imprégnée. On négocie pas le discours de Belfort avec un virage frein à main en disant bah, finalement tout ça était... Voilà, donc on a fait ce qu'il fallait pour que les faits soient un peu plus sérieusement établis, que EDF soit aussi mis sous tension sur est-ce que c'est le bon nucléaire que vous êtes en train de nous développer, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'EPR, son nouveau design, etc. Ça, ce qu'on n'a pas fait, ce qui reste à faire pour le gouvernement actuel, c'est la régulation du nouveau nucléaire, qui est un sacré chantier, qui aujourd'hui est en jachère, hein, qui reste à créer. Donc le débat aujourd'hui, il n'est même pas terminé sur ce sujet-là. Donc vous dites que la perception n'a peut-être pas été immédiatement... moi, je vous dis ce qui est dans la PPE, ce qui est écrit, ce qui s'est passé, et qui, je crois, a une forme de cohérence. Et je vous dis aussi ce qu'on n'a pas fait. On ne s'est pas assez occupé d'EDF. Ça donne simplement le sentiment que tout ça se fait un peu à l'abri du regard. Mais, bon. Du coup, écoutez, une fois que vous avez dit ça... Pardon. Mais non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous disais justement avant, et je crois que ça sera... Regardez le nombre... Donc, vous pouvez pas dire... On ne peut pas dire à la fois que ça se fait à l'abri des regards et ne pas regarder le temps qu'on met dans notre pays. Moi, je ne le connais pas assez. Thibault va vous dire. Redonne-moi la procédure d'adoption d'une PPE, le nombre d'enquêtes publiques, ante, post, nouveau, avant le décret, avant la loi, etc. Redonne-nous la séquence, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait pas ça sous les yeux. Regardez, les Français. Il y a eu un débat. Non, mais je crois que la séquence technique, on l'a. On est là pour éclairer un certain nombre d'autres faits. Le rapporteur éventuellement vous leur demandera. Moi, c'est la compréhension du processus politique, par exemple. Quand je vous dis à l'abri du regard, le rapport d'Escata-Collet-Billon, qui est finalement si intéressant, on n'en a pas connaissance. Publiquement, personne n'en a connaissance, puisqu'il a été classé secret défense. Est-ce que, non mais voilà, c'est des éléments. Il n'y a pas eu de communication sur le rapport d'Escata-Collet-Billon. Pourtant, ce sont des éléments fondamentaux dans les jalons que vous cherchez dans la construction de la politique énergétique dans le précédent quinquennat. Le rapport d'Escata-Collet-Billon, il est classé défense pour les raisons que vous connaissez, parce qu'on n'a pas voulu faire 2 missions séparées, l'une sur le nucléaire civil et sa pérennité, et l'autre sur l'incidence d'une éventuelle perte de compétences civiles en matière de défense. Et donc, comme on a demandé aux mêmes personnes, puisque Laurent Collet-Billon était ex-DGA, de se pencher sur ces sujets, évidemment, le rapport Collet-Billon, il a toute une partie qui concerne la soutenabilité de la filière de nucléaire de défense française selon les hypothèses qu'on prend pour le nucléaire civil. Et c'est pour ça qu'il est classé secret défense, pas pour d'autres raisons. Mais encore une fois, ou alors il faut arrêter avec ces lois qui mettent des commissions de débat public tout le temps. Et si vous considérez que les lois qui sont votées, qui mettent avant chaque décision une commission nationale du débat public, 6 mois d'enquête publique, etc., ne servent à rien et ne permettent pas de mettre les choses sous le regard des citoyens, alors pardon, mais pourquoi les fait-on ? Je ne vais pas vous les rappeler dans ce cas-là, si vous, mais on a avant chaque acte de la PPE fait des débats assez nombreux. Et si vous prenez le rapport je ne le connais pas par cœur, je le devrais, mais le discours du président de la République sur le nouveau nucléaire en 2018, au moment de la PPE, il est assez clair. Hein. Il dit tout ce qu'on doit faire avant de décider le nouveau nucléaire. Il dit peut-être pas les détails du rapport Collet-Billon d'Escata. Il dit peut-être pas devant les Français. On va aussi étudier les conséquences de la filière civile sur la filière militaire. Peut-être qu'il dit pas ça, mais il dit tout le reste sur le design, la sécurité d'approvisionnement, la capacité scientifique à faire des alternatives d'ici là. Et il est assez clair sur le nouveau nucléaire. Il le dit. Nous tâcherons d'essayer de rendre ces éléments qui vous ont éclairé le plus compréhensible et accessible de tous. Du coup, à la lecture de ce que vous nous avez dit, que pensez-vous de l'objectif aujourd'hui des 50% de nucléaire
à l'horizon 2035. Enfin, même si je vous avoue qu'à l'horizon, c'est toujours quelque chose que je n'ai pas encore compris, quoi. Enfin, Moi, ça, pour le coup, enfin, vous avez compris de mon propos préliminaire, je ne suis pas un grand fan de ces grands totems. Je pense qu'il faut être plus flexible que ça. Mais honnêtement, après, c'est la dimension politique du sujet. Moi, du moment qu'on se donne un peu de temps, si le politique décide que c'est l'état de la nation, la volonté du pays globalement, qu'on ne dépende pas uniquement du nucléaire pour notre souveraineté, pour plein de raisons. On peut avoir des raisons techniques, le fameux risque sériel, etc. On peut avoir des raisons idéologiques. On peut avoir toutes sortes de choses. Hein. Les Italiens ont voté par référendum sur le nucléaire. Les Allemands ont pris la décision qu'on connaît. C'est le domaine du politique. Moi, je ne critique pas le fait que le politique décide un jour que le bon mix, c'est 50% à l'échéance. Ce que je critique, c'est qu'on le fasse, qu'on l'affiche à une échéance intenable et qu'on n'en tire pas les conséquences. Ça, c'est, je crois, ce qui ensuite met le pays dans le mur. Mais en revanche, je ne vais pas vous dire ce que je pense du 50%. Je sais que c'est en débat au Parlement, au Sénat aujourd'hui. Vous aurez à vous prononcer sur le sujet. C'est un débat politique. Ma préoccupation à moi, c'est qu'il soit éclairé. Vous avez dit dans votre propos liminaire que vous regrettiez, d'une certaine façon, une forme de politisation de l'expertise. Ouais. Plus précisément, où localisez-vous cette politisation de l'expertise dans les sujets énergétiques ? Elle est malheureusement assez distribuée. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de rôle. Il ne faut, disons les choses différemment, il ne faut pas qu'il y ait un jeu de rôle dans l'État. Il ne faut pas que la Direction générale de l'énergie ne présente uniquement, ou l'ADEME ne présente que les faits qui vont au soutien de la thèse de la baisse de consommation ou de la compétitivité des ENR. Et il ne faut pas à l'inverse, parce que, pardon d'essayer d'être aussi balancé que possible, parce que moi c'est la situation à laquelle j'étais confronté, que Bercy ne raisonne qu'en termes de sauvegarde de la trajectoire financière d'EDF. Parce que c'est ça qui peut arriver pour un décideur public, c'est de confronter à deux positions assez valables toutes les deux. Je veux dire, sauver EDF, c'est tout aussi noble et légitime que de vouloir accélérer la décarbonation du parc ou de vouloir qu'on consomme moins d'énergie dans ce pays. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que les positions ne puissent jamais se rejoindre parce qu'on ne parvient plus à tomber d'accord même sur les faits. Et moi, c'est quand on a été amené à travailler là-dessus, et c'est pour ça aussi qu'on a été content, qu'on a non pas renvoyé les choses uniquement parce qu'on n'avait pas envie de braquer Nicolas Hulot, mais parce que sur un certain nombre de sujets, on avait besoin d'une expertise complémentaire. Vraiment. J'en viens au sujet que vous avez vous-même abordé, hein, l'abandon du projet de construction du démonstrateur Astrid. Pas tant si d'abord sur la décision, puisque vous avez un certain nombre de rapports qui vous suggèrent la poursuite, même de façon dégradée. Peut-être pas le 1600, mais quelque chose de dégradé. La décision est prise de l'abandon. Enfin, là aussi, c'est ce sentiment-là d'un programme qui était un programme de recherche légale et d'un abandon qui se fait un peu sans grande publicité de la décision. Donc, première question là-dessus, pourquoi cette discrétion sur cette décision ? Et deuxième élément, quels sont les rapports qui vous conduisent à cette décision-là et que propose-t-il en contrepartie du non-engagement dans la construction de démonstrateurs et dans les filières d'avenir qu'il convient de continuer à explorer. Je vais peut-être sur ce sujet laisser la parole à Thibault, qui est bien plus expert que moi sur ces questions de fermeture du cycle, d'alternative à Astrid, mais pour lui permettre de répondre là-dessus, je quand même vous dire comment est-ce que cette décision vient. Elle vient d'une impasse budgétaire énorme. Je veux dire, tous les jours, on fait des choix dans ce pays sur plein de sujets. Hein. Et donc, le budget du CEA, si vous ajoutiez les différentes contributions qu'on devait mettre, on a réorienté une partie du CEA sur... on lui avait donné des objectifs, évidemment, sur la filière de consolidation de la filière nucléaire. On voulait qu'il travaille un peu plus avec EDF
sur la sécurisation de l'EPR2. On a aussi demandé ça. Et il nous a semblé dans le temps, si vous voulez, qu'on avait tellement de choses à régler sur la fameuse 3e génération, sur l'EPR, etc., qu'on avait tellement de choses à sécuriser. Je vous ai dit ce qu'on a gardé, hein, avant de poindre ce qu'on a arrêté. On a gardé ITER, on a gardé RJH, on a fini le réacteur d'essai militaire. Tout ça, c'était des montants absolument considérables et qui tous, Monsieur le Président, tous avaient explosé dans des proportions inimaginables. Et donc, quand on nous a dit il faut remettre de l'argent sur le budget du CEA pour tout ça, que nous on a dit mais écoutez, est-ce que le CEA pourrait quand même déjà un peu aider EDF à sortir des ronces dans lesquelles ils sont sur leur design actuel, et que avant de travailler uniquement sur 2050-70, vous travaillez aussi un petit peu à nous aider sur la sécurisation. Nous, on est en train de se demander à ce moment-là, est-ce que l'EPR va marcher? Il souffre en Finlande, il démarrait à peine en Chine et il ne démarre pas en France. La question qu'on pose au CEA à ce moment-là, c'est est-ce que vous pouvez aussi nous aider sur l'EPR2 avant de préparer la génération suivante? Et pardon, je sais bien que vous avez eu ici des gens qui vous ont dit qu'en prenant cette décision, on avait en fait un intérêt caché qui était de couper le cycle fermé du nucléaire et de en fait fragiliser la filière. Pardon, mais c'est factuellement totalement faux. On a un CPN, qui est l'organisation autour du président de la République, la plus solennelle qui soit, qui au contraire regarde, se prononce précisément sur ce sujet-là, dit voilà ce qu'on doit faire et pourquoi est-ce qu'il est trop tôt pour lancer un réacteur. Donc Thibault va vous dire ce qu'on a fait pour justement répondre à ces objections-là, mais on n'a pas pris, cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle n'a pas été prise avec en tout cas une volonté de fragiliser sur le long terme la filière. C'est pas vrai. Elle a été prise parce qu'il y avait une impasse budgétaire massive au CEA et malheureusement une expérience de lancement de réacteurs qui tous s'étaient traduits par des x4 ou x5 sur les budgets et qu'on n'avait pas envie d'en lancer un alors qu'on était déjà en train de régler les 3 autres. Peut-être en complément, vous avez eu un certain nombre d'auditions sur les questions de fond. Ce qui est clair, avec le recul qu'on avait au niveau du cabinet, c'est que dès le 2e semestre 2017, la question de la pertinence industrielle à ce moment-là d'engager la construction du démonstrateur s'est posée. Cette pertinence était clairement remise en question par les acteurs industriels du nucléaire, avec un réacteur qui était un démonstrateur industriel qui devait très rapidement donner lieu à la construction d'un grand nombre de réacteurs, de nouvelles générations de réacteurs rapides au sodium, qui allaient finalement dans un timing percuter un parc de 3e génération, EPR, EPR2, comme on les appelle aujourd'hui, qui sont en service entre 2035 et 2050. Donc un intérêt industriel qui en fait se déplaçait vers la 2e partie du siècle. Et ça a amené, dès le 2e semestre, à demander d'établir des alternatives en termes de recherche. Et l'idée d'un petit Astrid et d'un programme de simulation, c'est bien de la recherche. Ça n'est plus un démonstrateur industriel, c'est l'idée d'un réacteur expérimental. Et ces options, on a demandé au CEA de les instruire. Le nouvel administrateur général a été nommé à la fin du 1er trimestre 2018. Ça a été une de ses premières missions. Et il a nourri la décision de l'État d'orienter les travaux sur, d'une part, le multi-recyclage en REP, dont la faisabilité avait été étudiée, y compris par le haut-commissaire précédent, et d'autre part, vers la recherche plus largement sur le cycle combustible des réacteurs rapides. Donc c'est cette 2e option par rapport à l'engagement de la construction d'un réacteur expérimental qui a été retenu. Sur RJH, simplement, pour rappeler la priorité de RJH, RJH c'est un réacteur d'irradiation des matériaux. On ne peut pas faire de recherche nucléaire du tout si on n'a pas cet objet aujourd'hui dans nos capacités de recherche. Et RJH est essentiel, non pas à la 3e génération, à la 4e génération de réacteurs rapides au sodium, mais aux EPR2. L'analyse qu'on a partagée avec EDF et qui les a conduits à contribuer au financement de la prolongation de RJH, c'est que RJH serait essentiel à la bonne exploitation des réacteurs EPR2 qui seraient mis en service dans le cadre d'un éventuel programme qui est celui qui est discuté aujourd'hui en débat public. Sur la question de la forme, pardon, pour finir, les orientations principales de la PPE ont été rendues publiques en novembre 2018, fin novembre 2018, par un discours du président de la République, une conférence de presse de François de Rugy. Dans ces orientations figure clairement le maintien du cycle fermé du combustible
en s'appuyant sur le multi-recyclage en REP. Et le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, ensuite, plus détaillé, qui a été soumis au débat public, comprenait bien ces orientations de manière très, très claire, très explicite. Voilà. Faut toujours lire toutes les petites lignes. Dernière question pour moi. Vous avez évoqué la nécessité d'une coordination de la stratégie énergétique à l'échelle européenne. Partage. Mais quand on voit la difficulté qui a été celle de la taxonomie, de la mise en place de la taxonomie, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment on peut projeter ça dans le temps en n'en faisant pas un vœu pieux et un totem. Voilà. Je vous dis ça en ayant tout à fait conscience du caractère extrêmement compliqué. Sur la même chose, l'Europe, hein, c'est jamais très simple. C'est des compromis, c'est quelquefois des décisions douloureuses, mais c'est aussi des opportunités. Et moi, là-dessus, le marché de l'électricité, pour la France, ce qui me fait mal dans la situation actuelle, c'est que ça devrait être une grande opportunité pour la France. Les interconnexions qu'on a, etc., avec la capacité qu'on a aujourd'hui, on devrait être en ce moment, on devrait être les grands gagnants de ce système. Et le fait qu'on ne le soit pas, c'est pas la faute de l'Europe, quand même. Donc le marché européen est peut-être largement critiqué, la façon dont la flexibilité de la Commission peut-être largement critiquée. Moi, j'en ai pris ma part. On a fait 2 ans à essayer de trouver des solutions, à essayer Quand je vous disais que le système était hyper statique pour EDF, la situation a été tellement contentieuse, tellement compliquée avec des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui tous à la fin formaient un écheveau un peu inextricable. La mise en concurrence de l'hydraulique, les sujets d'AREN, etc., que toucher une des pièces du puzzle devenait une entreprise de déstabilisation qui fait que soit on arrive et que donc il fallait négocier. La Commission nous attendait en disant il faut négocier le tout. Alors c'est pas bien. Il fallait le traiter on comptait le traiter initialement dans le plan de marche qu'on avait. Et encore une fois, je vous dis que c'est un des regrets de ce qu'on n'a pas pu faire. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Mais on comptait le traiter en 2020 en essayant de purger ces sujets, en essayant de se dire il faut sortir de cet état d'esprit où l'AREN est un dispositif transitoire, qui n'a jamais été validé à ma connaissance, et qui lui-même venait pour régler un contentieux précédent. Et qui donc faisait que des sujets... Moi, je pense profondément que l'AREN... L'AREN en soi, je suis désolé, je n'ai pas d'idée très originale sur ces sujets, mais l'AREN en soi n'est pas mauvaise. L'AREN en soi, c'est s'assurer que le consommateur, et si possible l'industrie, qui est encore plus cher à mon cœur, bénéficie d'un tarif accessible. Ce qui est aberrant dans l'AREN, c'est qu'il ne soit pas indexé, c'est-à-dire qu'il soit resté collé à 42 et qu'on ne l'ait pas mis progressivement avec les coûts qu'on a vus, avec les obligations de sécurité, avec tout ce qu'on aurait pu légitimement ajouter pour piloter un prix de l'électricité qui monte un petit peu, mais qui monte de façon raisonnable et qui reflète les coûts d'EDF. Ça aurait été tout à fait légitime de l'indexer et de le faire monter. Après, on se battait entre est-ce que c'est 48, est-ce que c'est 50, j'en sais rien du tout, moi. Mais en tout cas, ce qui est absurde, c'est de le figer. Et ce qui est absurde, c'est d'en faire une option au bénéfice des fournisseurs alternatifs qui peuvent décider de le prendre, mais aussi décider de ne pas le prendre. Parce que ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Donc il fallait un système de prix ferme, enfin d'achat ferme, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle. Mais sous cette réserve-là, moi, je ne vois pas de meilleur système. Alors il faut peut-être l'appeler différemment, hein, puisqu'il est devenu une espèce d'épouvantail dans la régulation française. Mais honnêtement, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on fait autrement que de faire une forme de prix du nucléaire. Dans une émission précédente, le directeur de l'énergie nous avait bien précisé que c'était une hypothèse qui n'avait pas été envisagée, que le prix de l'AREN puisse être supérieur au prix de marché. Enfin, bah oui, mais nous, quand ça n'avait pas été envisagé en l'état du marché à l'époque. Quand on est arrivé, pardon, si la situation était si mauvaise quand on est arrivé, c'est aussi pour ça. C'est que le prix de l'électricité était tellement bas.
Monsieur le rapporteur. Pardon, peut-être juste un complément. Quand on évoque une PPE européenne, on peut penser effectivement au mix, et aujourd'hui chaque État est responsable de son mix, mais derrière les PPE, il y a cette vision aussi à 5 ans, à 10 ans de la sécurité d'approvisionnement. Et là, la Commission a commencé à travailler avec des règlements spécifiques sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, en gaz. On peut encore faire des progrès au niveau technique pour s'assurer que la vision qu'on a aujourd'hui de notre sécurité d'approvisionnement française en électricité et en gaz s'intègre aussi dans une vision européenne, quelle que soit la source de production de cette électricité ou d'approvisionnement de ce gaz. C'est pour ça que c'est toujours surprenant de voir que les évolutions nationales du système de production notamment électrique se sécurisent par les interconnexions. Finalement, on ne s'est jamais assuré de ce qui se passe de l'autre côté du câble. En tout cas, dans la PPE que nous avons préparée, précisément la question de l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs existants a été complètement subordonnée d'une part à la question de la sécurité d'approvisionnement, mais aussi pour des réacteurs dont l'arrêt était anticipé, au fait qu'il y ait une décarbonation globale de l'électricité en Europe. Donc on se souciait quand même, derrière, dans ce débat politique sur faut-il arrêter des réacteurs plus tôt ou pas, on se souciait non seulement de la sécurité d'approvisionnement, mais aussi de ce qui se passait chez nos voisins, et pour dire très clairement, vérifier que ça ne conduise pas à augmenter la part de charbon de l'autre côté du Rhin. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci messieurs pour ces premiers éléments très riches. Un certain nombre de questions ont déjà été traitées. Je reviens à votre arrivée aux responsabilités pour obtenir quelques précisions. D'abord, peut-être commencer par le sujet le plus traité sur l'objectif de 50% et l'horizon temporel. Vous dites que très rapidement, et effectivement c'est le cas dès l'automne, des annonces sont faites pour décaler cet horizon temporel. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il s'agit d'un fondement avant tout technique, c'est-à-dire que les administrations RTE vous donnent l'alerte sur l'incapacité à tenir cet objectif, ou si ce n'est l'incapacité technique, du moins le fait que atteindre cet objectif serait une combinaison technique, économique, industrielle mauvaise ou défavorable, ou est-ce qu'il s'agit d'une décision politique qui entame un changement de braquet, comme vous avez pu l'évoquer? Encore une fois, c'est clairement de la part d'Édouard Philippe. Je vous rappelle que c'était dans le programme du président, ça restait encore. On en restait à ce sujet-là, et c'est clairement de la part d'Édouard Philippe la volonté que je vous expliquais. Vous dites qu'elle n'a pas été assez perçue, qu'elle n'a peut-être pas été assez portée, peut-être qu'elle était prudente par rapport aux équilibres internes à la majorité, mais c'était dès le début la volonté de dire on ne va pas continuer à faire semblant de croire que ce qui est écrit dans une loi votée par le gouvernement précédent est applicable. Ça n'est pas applicable. Donc on ne va pas faire une PPE avec cette espèce d'incohérence fondamentale qui empêche de raisonner normalement sur des choix énergétiques qui nous engagent tous. Et pour le coup, Édouard Philippe, c'est quelqu'un pour qui ces sujets-là de projection dans le long terme comptent énormément. Il ne voulait pas qu'on raisonne sur une PPE. Comment est-ce qu'on a fait la PPE précédente? Disons-le nous clairement. On a tweeté les paramètres pour dire c'est à peu près compatible. On est arrivé en 2017. La PPE précédente couvrait jusqu'à 2023. Jusqu'à 2023, avec 0 arrêt de réacteur. Donc ça veut dire qu'on aurait arrêté tous les réacteurs entre 2023 et 2025. Il a dit, moi, jamais j'écrirai ça. Jamais j'écrirai ça. Et donc, même si on savait que c'était pas le meilleur moment, parce que... Et donc, politiquement, on venait de faire des pas importants sur l'arrêt des centrales à charbon, y compris au Havre, ce qui touchait Édouard Philippe. Je veux dire, c'était pas une décision facile pour lui. Donc il dit il faut qu'on arrive à porter un discours de vérité sur la politique énergétique. Et pour porter un discours de vérité sur la politique énergétique, on va remettre la balle au centre. Et il a expliqué à Nicolas Hulot, c'était une conversation pas facile, mais que c'était proprement impossible. Et que donc on ne le dirait pas. On ne garderait pas le 25. Donc ça n'est pas les administrations qui nous alertent. Les administrations, elles venaient d'écrire une PPE qui faisait semblant de dire que c'était possible. Donc c'est proprement un choix politique de la part du... Et il a convaincu le président de la République que c'était la seule façon de réfléchir sereinement sur le sujet. Ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre, mais c'est plus... Enfin, vous l'avez vécu indirectement dans les discussions, j'imagine, que vous avez eues avec le ministre Nicolas Hulot, c'est que, effectivement, ça enclenche bien un changement assez radical
de vision. Et donc, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est comment le ministre, qui certes sait qu'il appartient à une majorité plurielle, mais qui vient d'arriver, accepte d'une certaine manière, sans contrepartie, un choix assez fort. Mais Nicolas Hulot, en la matière, c'est quelqu'un de tout à fait qui porte les... Il l'a dit lui-même, je ne vais pas le dire à sa place. Les difficultés, des contradictions entre des objectifs de long terme et il les a portées, y compris psychologiquement dans sa chair, très, très profondément. C'était très dur pour lui de reconnaître que des choses auxquelles il croyait n'étaient techniquement pas possibles à court terme. Et il croyait profondément à la nécessité de rééquilibrer le mix avec plus de NR. Il y croyait profondément. Il a accepté d'ailleurs de porter des dispositions pour accélérer les NR. Vous venez de voter une nouvelle loi sur le sujet. On en avait voté une en 2017 aussi. J'attends de voir ce qu'elles produiront toutes les deux. Mais on a voté, comme vous venez de le faire, un projet de loi d'accélération des ENR. C'est Nicolas Hulot qui l'a porté. Il venait de porter un certain nombre de choses importantes pour lui, qui étaient l'interdiction des centrales à charbon, l'interdiction de l'exploration pétrolière, etc. Et Édouard Philippe lui a expliqué que dans ce mix-là, il venait d'avoir un certain nombre de choses importantes pour lui, auxquelles tout le gouvernement adhérait, mais qu'il y avait des choses aussi importantes pour la politique énergétique du pays qu'il allait falloir accepter. Ça faisait partie d'un mix. Et je rappelle le contexte autour de l'été 2017, présentation du plan climat par Nicolas Hulot et un focus beaucoup plus clair sur un objectif qui est primordial dans la politique énergétique, qui est la décarbonation. Avec cet horizon de la neutralité carbone qui est affirmé dès le plan climat de l'été 2017. L'engagement de l'arrêt de l'exploration de la production d'hydrocarbures avec une loi qui sera votée en dernière lecture fin décembre. Donc un focus majeur qui est mis là-dessus et peut-être d'une certaine façon le nucléaire qui devient qu'on essaye d'inscrire dans un débat moins passionné dans la mesure où ça n'est plus la question de la part de nucléaire n'est plus l'objectif premier qui doit être discuté dans les politiques énergétiques. C'est aussi ça le contexte et le mouvement qu'on essaye de faire sur les fossiles au deuxième semestre 2017. Je vous remercie. Je continue sur les questions à votre arrivée parce qu'on y reviendra peut-être après sur Fessenheim, mais Édouard Philippe a récemment déclaré « J'aurais aimé ne pas avoir à fermer Fessenheim ». Je voudrais savoir comment vous abordez la question à votre arrivée aux responsabilités. J'imagine que c'est assez en haut de la pile dans les discussions à la fois politiques, d'actualité importante, qu'il y a un équilibre politique à tenir. Est-ce que au sein du cabinet, au vu des informations qui vous remontent, des échanges que vous avez avec le ministre de l'économie, le ministre de l'écologie, vous portez une position de non-fermeture de Fessenheim? La décision, elle a été rouverte intellectuellement. En 2017, ça fait partie, j'allais dire, c'est un engagement du président de la République, clair, lui-même, qui s'est inscrit dans la continuité de ce point de vue-là de ce qui avait été dit avant. Il y a eu des négociations sur la fameuse indemnisation d'EDF en la matière, et on trouve là aussi un chantier qu'il faut régler, et on renégocie une indemnisation un peu différente d'EDF. En tout cas, on en change un certain paramètre. Mais en 2017, non, on ne rouvre pas cette décision-là. On se dit qu'on va la mettre en œuvre. Et souvenez-vous, elle résulte d'une loi, puisque c'est la loi, vous êtes encore en train d'en débattre, qui dit qu'on plafonne le montant de la production à 60, capacité à 63. Et donc, normalement, Fessenheim ferme en même temps que Flamanville ouvre. Et Flamanville, quand on arrive, doit ouvrir en 2019. Donc, ça, on se dit, on va déjà rouvrir le 25-35. On va préparer une PPE cohérente avec le bon mix nucléaire et ENR. On ne rouvre pas ce débat-là, dans l'équilibre avec la majorité, avec tout le monde, on ne rouvre pas ce débat-là. Et puis parce que ça résultait de la loi, qu'on ne se voyait pas changer cette loi-là dans cette discussion-là, et qu'on n'avait pas du tout besoin de Fessenheim à ce moment-là pour la sécurité d'approvisionnement. Je vous rappelle, surcapacité, les prix qui baissent, etc. C'était pas du tout le sujet du moment. Ça nous rend tous modestes par rapport à aujourd'hui, mais c'était pas du tout le sujet du moment. On a rediscuté en interne à Matignon, et je crois qu'on a dû en parler au président de la République, mais je ne suis même pas sûr. On a rediscuté de Fessenheim profondément quand Flamanville a à nouveau été décalé, et que donc juridiquement, sans avoir à changer la loi, on aurait pu se dire, puisque Flamanville est décalé, Fessenheim peut rester jusqu'à ce que Flamanville rouvre.
Mais honnêtement, ça faisait depuis 2015, je crois, que la 4e visite décennale du premier réacteur n'était pas inscrite au plan de grand carénage. Et donc il était impossible pour le premier réacteur de faire en urgence les visites, la 4e visite décennale. Ça, dans les délais qui étaient les nôtres, c'était impossible. On s'est posé la question de dissocier les deux réacteurs, puisqu'il y avait 2 ans de plus. 2022, pour le deuxième. On s'est posé la question de se dire, est-ce qu'il est économique, rationnellement économique, justifié du point de vue de la sécurité d'approvisionnement, utile de dissocier les deux réacteurs, d'enfermer un, puisqu'il était trop tard pour faire la 4e visite décennale, mais de faire des investissements pour prolonger le second. À l'époque, on avait quand même encore en tête que ça ne serait pas si longtemps que ça, puisque Flamanville ouvrait je ne sais plus quand. On a eu un avis très net à ce moment-là de RTE sur le thème Fessenheim n'est pas utile, n'est pas nécessaire à la sécurité d'approvisionnement du territoire, puisqu'on avait Cordemais, on avait l'Andivisio qui arrivait à l'ouest, et quand même les interconnexions ne sont pas si fortes que vous pouvez compenser Flamanville à l'ouest par Fessenheim à l'est. Et on avait, je suis sûr que monsieur le député, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, mais on avait envoyé monsieur Le Cornu sur place, on avait un projet de territoire, on avait le sentiment qu'il fallait essayer de tourner la page plutôt que de donner 2 ans de plus à un demi-réacteur. Et EDF ne nous demandait pas de dire « sauvez-nous un des 2 réacteurs ». Les élus régionaux nous disaient qu'il est temps de donner un avenir différent et de tourner cette page. Et comme on n'avait pas de rationalité économique, de besoin de sécurité d'approvisionnement, même si on s'est posé la question à ce moment-là, c'était quand ? C'était en 2019 ? C'est une fois en tout cas que l'ASN a pris position sur les soudures de l'EPR et que l'horizon de l'EPR de Flamanville est devenu 2022, c'est-à-dire l'horizon de la 4e visite décennale du 2e réacteur. Donc pour répondre précisément à votre question, non, ce n'est pas un sujet en 2017. On s'inscrit dans la trajectoire décidée par 2 présidents de la République. C'est rouvert techniquement en 2018 ou 2019 et on décide finalement de ne pas faire un réacteur sur 2. Mais justement, sur le lien entre les deux, entre la fermeture de Fessenheim et l'EPR, donc on a effectivement en tête le moment où l'ASN donne la certitude que l'EPR n'ouvrira pas dans les délais qui avaient déjà été décalés. Mais quelle est votre vision de l'EPR quand vous arrivez aux responsabilités ? C'est-à-dire que finalement, je n'ai plus la date exacte en tête à laquelle le rapport Folt s'est commandé, mais assez tôt, étant donné les retards et surtout plus que les retards, le fait que le projet a été sans cesse décalé, j'imagine que vous avez conscience assez vite que la date annoncée n'est pas extraordinairement certaine et que donc assez tôt, j'imagine que la discussion a lieu de savoir si Fessenheim sera fermé en découplage de l'ouverture de l'EPR dont la date d'ouverture est, elle, très incertaine. C'est pas si tôt, puisque en juillet 2017, EDF affiche un calendrier qui est 2019. Au printemps 2018 sont officialisés les problèmes sur les soudures. Et la voie choisie par EDF pendant un certain nombre de mois a été de convaincre l'ASN qu'on pouvait démarrer sans réparer les soudures. Il y a eu clairement un choix stratégique d'EDF d'aller au bout de l'exercice de conviction de l'ASN qu'on pouvait faire. Une décision de l'ASN d'imposer les réparations, et on repart cette fois-ci dans un cycle. C'est-à-dire qu'on avait décalé de 2019 vers 2020 si on arrivait à convaincre l'ASN demandant la réparation des soudures via des procédés qui n'existaient pas à l'époque, qu'il a fallu développer, qui ont mis du temps à être élaborés. Tout ça a décalé, la décision de l'ASN a décalé à 2022. Elle est, de mémoire, quelque part au milieu de l'année 2019. On se retrouve en 2019 avec une 4e visite décennale en mars 2020 du premier réacteur. Là, il n'y a évidemment aucun scénario envisagé dans lequel on prolongerait, mais aussi cette question sur le 2e réacteur. Simplement, 2019, quand vous regardez le rétroplanning, y compris social, y compris réglementaire, de la fermeture de Fessenheim, un certain nombre d'éléments devaient être finalisés à l'été 2019 pour qu'EDF soit tout simplement capable d'engager la préparation de cette fermeture, y compris pour des raisons sociales. Et donc, on était en réalité dans un moment où l'idée de décaler, de déphaser a été rapidement étudiée. Mais EDF n'était pas demandeur, on était d'ores et déjà vraiment dans une logique d'arrêt du réacteur, de la centrale complète, et en train de finaliser la modification du protocole, EDF de son côté, les mesures sociales, le projet de territoire.
voilà, on pourra vous remettre les dates et la chronologie par écrit si vous le souhaitez. Merci. Deux dernières questions sur le nucléaire à proprement parler. Sur le délai, j'allais dire, qu'il y a entre le rendu du rapport Collet-Billon, dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants, mais on a demandé une partie de une communication de la partie qui n'est pas sensible, mais dont on comprend qu'il propose la réouverture de tranches, et le discours de Belfort. Alors c'est une partie, j'en ai bien conscience, où il y a une partie où vous êtes aux responsabilités, une partie où vous n'êtes plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que 2018, c'est l'année, enfin si on prend les sondages classiques de l'IRSN, 2018, c'est l'année le plus bas de confiance dans le nucléaire en France. Et c'est à partir de 2018, pour une raison qu'on ne s'explique pas, en tout cas pas à ce stade, que la confiance dans le nucléaire reprend progressivement. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'instruction, sans déflorer le contenu du rapport, mais l'instruction qui mène et qui permet ensuite d'avoir le discours de Belfort? Là aussi, je vais passer la parole à Thibault qui vous rappellera. Mais je voudrais insister sur le fait que le rapport Collet-Billon, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la décision. C'est un des éléments. Je vous ai cité la PPE, et il faudrait qu'on soit capable de vous, et vous l'avez sûrement, le discours du président de la République cite clairement les jalons scientifiques, administratifs, régulatoires, etc., qui veut voir étudier avant qu'on prenne la décision en 21. Il le dit en 18. Et dans le discours, je me souviens très bien, quand on a construit le discours, on a essayé d'indiquer en toute transparence, ça n'a peut-être pas été très bien vu, hein, mais en toute transparence, avec quelles informations complémentaires on prendrait une décision étayée, éclairée sur le nouveau nucléaire en 2021. Le rapport Collet-Billon, il avait un objectif qui était en gros de nous dire, enfin il avait plusieurs objectifs, celui pour lequel il est classifié, c'est l'objectif militaire. Il avait aussi un objectif qui était une des raisons pour laquelle on a demandé à M. Collet-Billon d'assister M. Descata, c'était tout ce qui était justement la question de la soutenabilité de la filière, c'est-à-dire de savoir combien de temps on avait. Parce qu'il y avait un discours, évidemment, sur le thème jusqu'à quand vous pouvez décider, les sous-traitants sont en train de se démobiliser, les compétences sont en train de se perdre, etc. Donc il avait une vocation à nous éclairer sur la situation de la filière et le temps que la filière pouvait passer avec sa charge, Hinkley Point, grand carénage, etc., avant de se retrouver en rupture de charge, et où étaient les ruptures de charge. C'était un de ces éléments assez techniques. Mais il ne se prononçait pas sur le design du nouveau EPR. Ça, c'était le rapport, enfin, c'était la mission... c'est le travail qu'a mené en interne EDF. Il ne se prononçait pas sur... Ça, c'est rapport Fols. Il ne se prononçait pas sur la régulation nucléaire. Donc, il ne se prononçait pas sur la fameuse question, est-ce qu'un scénario avec plus de NR et plus de batteries est jouable, envisageable, à un horizon de temps compatible avec les 5e visites décennales, les 6e visites décennales, etc. Tout ça, c'était des pièces du puzzle qui ont été dans Futuri. Bon. Et donc, ne croyez pas que, remise du rapport Collet-Billon, immédiatement, la lumière jaillit et on sait ce qu'il faut faire. Il y avait un certain nombre d'autres jalons, y compris le jalon du financement du nouveau nucléaire qu'on n'a jamais franchi parce que c'était l'Europe, c'était Hercule ou d'autres, qu'il aurait fallu faire et qui reste encore devant nous, qui est resté à franchir. Qu'est-ce qui a fait que... Quand est-ce que cette décision a été mûre ? J'en sais rien, j'étais plus là à partir de 2020. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que le plan qui avait été annoncé en 2018 a été suivi pour nourrir la décision de 21 qui finalement est intervenue début 2022, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, politiquement, quand on dit en 21, tout le monde a en tête que la décision, si elle intervient, va être aussi un des éléments qui sera pris en compte dans les élections présidentielles, dans les élections législatives. Et le but, réellement, c'est d'amener tous les éléments d'une décision suffisamment en amont de choix et d'un moment d'élections importantes, de manière à ce que, s'il y a nouveau nucléaire, il recueille l'engagement politique nécessaire. Quand on arrive en 2017, il n'y a pas d'engagement politique à construire du nouveau nucléaire. Et après, sur le volet technique, il n'y a pas de projet de nouveau nucléaire à décider en 2017. Ce qu'on demande précisément dans la PPE, la démonstration que la filière maîtrise un programme industriel de la taille de 3 paires de PR2. Et ça conduit au rapport Fols qui jette un regard très cru sur le PR de Flamanville. Ça conduit à un plan d'amélioration de la qualité industrielle qui est le plan Excel mené par M. Transer au sein d'EDF. Ça conduit aussi EDF à préciser ce qu'est
le modèle EPR2. Quand nous arrivons, il y a plusieurs options. L'ASN a étudié un modèle EPR, nouveau modèle, EPR-NM. Il y a eu un certain nombre d'orientations qui ont été décidées en 2017-2018, qui ont fait l'objet d'une nouvelle demande auprès de l'ASN pour des orientations de sûreté. On n'est évidemment pas encore à la fin des études, mais au moins les grandes orientations restaient à arbitrer. La question des sites faisait l'objet d'une demande de notre part. EDF a eu la capacité, la possibilité d'aller étudier les sites sur lesquels il choisirait d'implanter. Et d'ailleurs, en avance de phase par rapport au discours de Belfort, Jean-Bernard Lévy a évoqué la liste des différents sites et Penly comme un premier site d'implantation. Toutes ces études faisaient partie de la commande qui a été passée à EDF, de même que le rapport AIE-RTE sur la faisabilité technique du mix 100% ENR et le fait d'étudier un certain nombre de mix possibles, de 50% de nucléaire jusqu'à 100% de renouvelables, dans le cadre des travaux qui auront donné Futur Énergétique 2050. Merci. Deux dernières questions. Une sur les énergies renouvelables. Et sur l'ensemble du temps où vous avez fait de la période où vous avez été aux responsabilités, à la fois quand vous arrivez ou juste après, on a un rapport de la Cour des comptes qui montre la gabegie financière qui a été le soutien à un certain nombre de filières des énergies renouvelables. Par ailleurs, les objectifs d'implantation des ENR ne sont pas atteints quand vous arrivez et le retard continue à être pris. D'ailleurs, il y a une loi, vous l'avez rappelé, en 2017 pour l'accélération des énergies renouvelables. Est-ce que vous prenez, quel type de décision vous prenez à la fois du point de vue industriel sur les énergies renouvelables pour contrecarrer les orientations, et deuxièmement, à quoi vous attribuez le retard pris par le passé et qui continue à l'être sous le quinquennat 2017-2022? Alors, les grandes décisions que nous avons prises sur les renouvelables, il y a un certain nombre d'élagages, d'une certaine façon, de filières. Quand on arrive, on ne voit pas de réalité industrielle, on ne voit pas de baisse de coûts. Je prends l'exemple de l'hydrolien. Le volume d'énergie, le volume de projets à susciter pour arriver à atteindre des coûts même de 150 € par mégawattheure était énorme. Et là-dessus, on a pris d'une certaine façon la filière à froid, puisqu'il y avait eu des annonces d'appels d'offres non suivies d'effet. Et on est arrivé en disant non, on ne lancera pas les appels d'offres en question. Et ça résultait d'une analyse qui est, au fond, on a de l'éolien offshore qui devient compétitif et une énergie plus mineure, marginale, qui ne le sera jamais manifestement compte tenu des perspectives. On a pris un certain nombre de décisions aussi sur les projets à partir de biomasse, pour orienter la biomasse vers la chaleur, avec une forte augmentation du fonds chaleur, et arrêter des appels d'offres de projets pour produire de l'électricité à partir de biomasse à un coût élevé. Sur les grandes filières, on a mis l'accent sur le développement du solaire, en particulier du solaire au sol, tout en limitant les types de terrains d'implantation. Mais on a, dans cette PPE, donné une plus large place au solaire au sol qui atteint des prix en fait tout à fait compétitifs. Et aujourd'hui, on le voit se développer hors dispositif de soutien de l'État. Et sur l'éolien offshore, il y a eu effectivement, comme l'a rappelé Benoît, une phase de vérité des prix. On a un certain nombre de projets qui étaient lancés et dont les conditions ne correspondaient absolument pas à ce qu'on voyait chez nos voisins, dans lesquels il y a eu des capacités qui ont été construites beaucoup plus progressivement et qui ont permis d'engager des réductions de coûts. Nous, on était resté sur des prix avec des offres mises en 2012, en 2014, on arrive en 2017, les technologies ont évolué, la réalité industrielle n'est plus du tout la même. On fait cette négociation qui a été assez dure avant de remettre en place une programmation, et cette fois-ci une programmation champ par champ, associée à des dispositions législatives qui ont réformé la procédure de concertation. On était quand même dans un système où on faisait un appel d'offres, on verrouillait toutes les conditions, et on avait ensuite un lauréat qui devait aller faire un débat public. Mais tout était verrouillé. Le modèle d'éolienne, la hauteur, etc. Donc on a inversé cette logique et nos successeurs la mettent en œuvre d'une certaine façon, puisque vient d'être annoncé le lancement de débats publics par façade simultané sur l'ensemble des façades maritimes. Et l'éolien offshore, une programmation précise et un enjeu calendaire qu'on a identifié comme une montée en puissance de la filière de manière
à partir de entre 2030 et 2035, vraiment de massifier cette énergie, de manière à le phaser avec, disons, l'arrivée aux 50 ans d'un certain nombre de réacteurs, ce qui correspondait dans la PPE à l'arrêt de ces réacteurs, ce qui correspond d'une manière, dans une vision de dérisquage aussi à des scénarios où possiblement certains réacteurs ne passeront pas leurs 50 ans. Et par ailleurs, vous connaissez la problématique de l'effet falaise, et l'éolien offshore est certainement une filière qui va largement contribuer à prendre le relais d'une partie de la production nucléaire à l'avenir, ou en tout cas à la compléter. Je vous remercie. Et dernière question, l'ex-président de RTE, François Brotte, qui était aux manettes, si j'ose dire, lorsqu'il a... pour l'élaboration, pardon, ça fait un peu tard, pour l'élaboration de la loi TECV à l'Assemblée nationale, et qu'il a poussé cet objectif politique de 50%, nous a expliqué que lorsqu'il est arrivé à la tête de RTE, il s'est rendu compte que ce n'était pas faisable, en tout cas que l'horizon l'horizon temporel et la capacité du réseau à assumer une telle charge n'était pas faisable à court terme. Et d'ailleurs, je pense que ça a nourri les réflexions sur le décalage à 2035, mais il a aussi évoqué l'idée que, et je crois que c'est le cas pour la première fois dans le bilan prévisionnel de RTE de 2017, que l'identification d'un goulot d'étranglement à partir des hivers 2022-2023, et ceci en prenant en compte la fermeture de Fessenheim et les capacités pilotables qui avaient déjà fermé, tout en prenant en compte les exports. Comment est-ce que d'abord vous avez bien eu ces alertes, et comment vous y réagissez? Est-ce que vous voyez pour les hivers de la fin du quinquennat des difficultés? Est-ce que les capacités d'import et d'export d'électricité vous paraissent suffisantes? On voit un message dès le début du quinquennat qui est que les marges sont plus réduites que par le passé. Et effectivement, d'année en année, on surveille des trajectoires qui tangentent le critère de défaillance des 3 heures par an en espérance. Et un des éléments, évidemment, la position de Fessenheim, de l'EPR de Flamanville évolue au long de ses bilans prévisionnels, mais un des éléments que RTE va de plus en plus affiner dans ses prévisions, c'est la disponibilité du parc nucléaire existant, avec le fait qu'un certain nombre de 4e visites décennales commencent à s'opérer à partir de 2019. Donc RTE nous soumet des scénarios dans lesquels, de base, les visites décennales durent 2 mois de plus que ce que DF déclare, voire probabilistiquement, il y a une disponibilité qui décroît. Donc on voit cette tension, et c'est pourquoi, sur la question des centrales à charbon, il n'y a pas une décision administrative, brutale, de dire telle centrale ferme à telle date, par décret, etc. On est dans une logique, dans la loi énergie-climat qui sera votée en 2019, d'introduction de ce plafond des heures de fonctionnement, d'une part, et d'autre part de sécuriser la présence, le réseau électrique sur le Grand Ouest par le maintien de la centrale de Cordemais entre 2024 et 2026, alors même qu'il y avait un engagement politique à fermer les centrales à charbon. Là, c'est clairement une raison de sécurité d'approvisionnement qui fait que cette centrale doit demeurer, non pas fonctionnant de manière libre, mais dans un régime limité d'heures de fonctionnement qui est vraiment au service de la sécurité d'approvisionnement. Mais au-delà de ce cas et de cette sécurité liée à Cordemais, nous n'avons pas, au regard des bilans prévisionnels, besoin de prendre plus de dispositions que ça. Merci, Monsieur Dubois. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Benoît Ribadeau-Dumas, vous avez commencé vos propos et vous avez été suffisamment insistant sur le phénomène que vous aviez un équilibre politique extrêmement compliqué. Donc, vous dites dès 2017, donc, et un héritage, donc, après le gouvernement de 2012 à 2017, également compliqué. Donc, vous dites dans votre PPE dès novembre 2017, vous prévoyez que ce mix de 50% nucléaire, 50% énergie renouvelable à 2025 soit reporté à 2035. Vous dites également que dans la PPE de 2018, de novembre 2018, le parc nucléaire subsiste, elle prévoit qu'il subsiste jusqu'à à 50 ans. Pourtant, et vous dites également que sur le nucléaire, il vous est compliqué de prendre une décision pour vous projeter.
Sauf que, après avoir auditionné donc, le CEA, M. Bréchet, après avoir auditionné donc, RTE, après avoir auditionné donc, EDF, tout le monde nous dit que dès 2018, vous avez eu un dossier remis par donc, M. Bréchet du CEA. Il nous a même dit que la prochaine fois, bon, il n'est plus au commissaire du CEA, mais qu'il l'enverrait donc, relié des deux côtés, parce qu'il aurait au moins la certitude qu'il n'a pas été lu. Donc ça paraît surprenant, mais ça donne raison, parce qu'au vu de ce que vous dites, si vous l'aviez lu dès 2018, vous auriez su qu'il ne fallait pas fermer de centrales à charbon, ni de centrales nucléaires, avant d'avoir ouvert donc, les 6 réacteurs en construction. Ensuite, donc, des décisions qui sont quand même, qui manquent de cohérence, avec un certain, je vais essayer de le démontrer, mais c'est vos propos qui le démontrent, d'un certain manque cruellement de bon sens et de contresens également. Vous dites ensuite que sur l'Arenh, donc c'est un bon outil et que, pareil, il aurait été intéressant, et notamment en rapport à EDF pour ses investissements, d'actualiser l'Arenh. Mais on nous a dit cet après-midi à l'audition, donc Philippe de la Doucette nous dit qu'un décret à partir de 2014 devait être publié, donc sur l'actualisation de l'Arenh. Donc je lui ai même posé la question, et sur donc, ce que prévoyait donc, Madame Ségolène Royal, ministre, sur l'empilement des tarifs, et sur cette actualisation, il me dit qu'il envoie une lettre donc, au 1er janvier 2016 qui propose une Arenh évolutive. Vous arrivez aux manettes, dès 2017, vous pouviez faire que l'Arenh soit évolutive. Pourquoi ? Ensuite, sur donc, l'équilibre politique, est-ce que vos décisions sur la fermeture Alors vous nous dites également sur la fermeture, et c'est là le manque de cohérence et le contresens, vous nous dites c'est extrêmement compliqué de prévoir sur donc, un contexte nucléaire et les projets nucléaires. Pourtant, vous dites qu'il faut attendre 2021 pour prendre une décision. Mais en 2020, au premier trimestre, vous faites fermer, vous arrêtez donc non seulement ça, Fessenheim, mais vous assumez, vous l'avez dit, l'arrêt d'Astrid. Je pense que gouverner, c'est prévoir, surtout sur un temps long, parce que tout le monde le sait et nous le confirme, que c'est un temps à 15 à 20 ans. Donc d'attendre de prendre une décision, c'est handicapant pour tout ce qui est ce mix énergétique et notamment les 50% du nucléaire. Ensuite, vous nous dites que vous manquez donc l'arrêt donc, du programme Astrid parce que vous êtes dans une impasse budgétaire. Alors est-ce que gérer un pays aussi, c'est pas faire des choix politiques? Il y a des choix forts. Est-ce que gérer un pays, c'est donner satisfaction à son équilibre politique compliqué? Ou est-ce que c'est prévoir et anticiper une souveraineté énergétique et électrique? Parce que vous finissez dans vos propos en disant eh bien, moi je serais attaché à ce que le prix d'électricité dans l'industrie soit acceptable. Ce n'était pas le cas apparemment de tous les personnes et les collaborateurs que vous côtoyez. Et vous finissez là-dessus, sauf qu'aujourd'hui, s'il avait été pris des décisions à ce moment-là, plutôt que de tenir compte de son équilibre politique, nous ne serions peut-être pas sur le coût de l'électricité du moment, mais qui est sûrement d'ailleurs plus handicapant pour les TPE, PME, pour les artisans, bouchers, boulangers, que pour la grande industrie qui, pour ma part, sur ma circonscription, donc pour souvent donc, de la biomasse en place donc, au sein de ces sites. Et je termine également, parce que c'est prévoir également sur, vous en avez parlé, sur le mix donc, et sur les ENR, 50% de ENR, vous avez dit que donc, l'éolien avait coûté extrêmement cher, ce dont je ne doute pas et je ne le remets pas en cause.
Mais dans ces ENR, il y a 49% produits par l'hydroélectricité. De 2017 à 2020, qu'est-ce que vous avez fait? Pareil pour le renouvellement des concessions électriques. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes ces déclarations qui ne sont pas toujours des questions. Sur l'équilibre politique du gouvernement, tous les gouvernements, enfin j'en connais pas moi de gouvernement dans l'histoire de la 5e qui n'ait pas connu des équilibres politiques. Donc c'est pas péjoratif dans mon... Et je crois pas du tout avoir dit que celui-ci était particulièrement compliqué. J'ai dit qu'il y avait un équilibre politique à respecter, évidemment, avec notamment le ministre de l'écologie qui était là les 18 premiers mois du gouvernement d'Édouard Philippe et qui portait des positions que tout le monde connaît. Et qui correspondait d'ailleurs à une position d'une large partie des Français à ce moment-là. La loi qui avait été votée par le Parlement, par définition, elle reflétait l'opinion de la majorité à cette époque-là. Elle a été votée par le Parlement, elle n'a pas été imposée par quelqu'un d'autre. Et donc il y avait une majorité dans l'opinion, ou en tout cas politique, qui avait porté un objectif de 50% du nucléaire en 25, qui avait porté des objectifs de NR se substituant au nucléaire, et qui reflétait une forme, ce que j'ai appelé le nucléaire honteux. Et nous avons estimé, c'est vrai, qu'on ne faisait pas là-dessus un virage, qu'on n'était pas en position politique de faire un virage radical, et qu'il fallait préparer le terrain en montrant qu'on était très déterminé à sortir progressivement des énergies fossiles, parce que vous dites qu'on a fait une erreur en fermant les centrales à charbon. Je vous laisse là. C'était ce que vous dites. C'est pas la position politique du gouvernement de l'époque, et je crois qu'il l'assume, et je crois que le gouvernement de l'époque, de ce moment, l'assume aussi, qu'il fallait sortir des centrales à charbon. Et donc, c'est un choix politique, ça. Ça, c'est des choix politiques que moi, je respecte entièrement, et qu'on a essayé de mettre en œuvre. Qu'il y ait un équilibre politique au sein du gouvernement, c'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, Nicolas Hulot porte plus la fin des énergies fossiles et la fermeture des centrales à charbon qu'il ne portait le développement du nouveau nucléaire. C'est extrêmement connu. Je ne suis pas en train de vous le révéler. Je ne vous fais pas un scoop ici. J'illustre juste le fait que dans le processus de décision qui a été le nôtre, il y avait un certain nombre de lois votées par le Parlement et toujours en vigueur, qu'il fallait changer avec notre majorité. Un gouvernement, il ne décide pas tout seul en la matière. Et que donc, nous avons décidé, nous avons proposé tout de suite, novembre 2017, de passer de 25 à 35. Et je vous dis d'éclaircir un petit peu le champ de la réflexion pour se donner justement cette capacité de projection dont je vous parlais, immédiatement. Voilà, nous avons immédiatement donné la clarté sur le charbon tout en laissant ouverts les soupapes pour la sécurité de l'approvisionnement dont parlait tout à l'heure Thibault. C'est-à-dire que si vous regardez, pardon de le dire, j'espère avoir, dans mes différentes déclarations, montré que je ne crois pas que tout a été parfait dans ce que nous avons fait. Mais quand vous comparez la façon dont la Belgique a fermé ses centrales ou la façon dont l'Allemagne a fermé ses centrales, la façon dont nous avons essayé justement de donner du temps, de les accompagner, de mettre des critères où on pouvait justement... on a dit qu'on fermait les centrales à charbon, mais on a quand même dit aussi qu'il y avait des dispositifs assez compliqués à faire qui permettent de pallier aux difficultés. Et c'est celles qu'on utilise en ce moment. On a dit des choses sur le gaz, mais on a quand même voté des choses importantes sur le stockage du gaz qu'on est bien content d'avoir en ce moment, sur le stockage du gaz. Donc, je ne vous dis certainement pas que tout ce qu'on a fait était bien. Je vous dis, à mon avis, pas que c'était un... Je ne suis pas en train de vous dire qu'on était l'otage du tout d'une situation politique. Je pense qu'Édouard Philippe assumera tout à fait ce qu'il a fait en la matière et qu'il n'a pas cherché à donner des gages aux uns ou donner des gages aux autres, un peu contrairement à ce qui a pu se passer avant. Il a porté, au contraire, la mise à plat d'une politique énergétique. Il l'a portée. Et vous êtes revenu sur Astrid. Je peux vous redire ce que j'ai déjà essayé de vous dire. Astrid, c'est vrai que c'est un choix budgétaire. C'est vrai que c'est un choix budgétaire. Mais vous savez, des choix budgétaires, on en fait tout le temps. Tout le temps. En permanence. À Matignon, on fait en permanence des choix budgétaires. On peut considérer qu'il y a de l'argent sur tout. Mais malheureusement, il n'y a pas d'argent sur tout. Et donc là, on avait une priorité sur un certain nombre de thématiques de recherche. On avait une priorité sur finir le PR de troisième génération, le PR2. On avait une priorité sur le RJH qui était utile à la filière immédiatement. On avait à finir un certain nombre de projets du CEA. Et donc oui, on a repoussé ou pris des choses moins chères pour atteindre le même objectif de travailler sur la fermeture du cycle.
Et là aussi, ex post, je ne peux pas vous dire que je regrette d'avoir conseillé cette décision du tout. Sur le rapport de M. Bréchet, je vous disais tout à l'heure, bien sûr qu'on a reçu ce rapport. J'en ai reçu beaucoup d'autres, des rapports. Beaucoup. Donc, à un moment donné, là aussi, il faut choisir. Et je vous disais, ce que j'appelais... Je crois que qu'il faut faire qu'il faut arriver à faire, c'est que les choix en la matière puissent être éclairés par des faits en rapprochant les positions autant que possible, pour qu'ensuite on puisse prendre des choix rationnels et qu'on puisse porter dans la durée. Monsieur Bréchet n'a pas été content du fait qu'on n'ait pas écouté son avis sur Astrid. C'est tout à fait son droit. Tout à fait son droit. Ça ne doit pas le conduire à dire que nous avons pris des décisions légères, parce que ça n'est pas vrai. Et sur l'Arenh. Oui, sur l'Arenh, la situation quand on arrive est bloquée vis-à-vis de la Commission européenne, qui a clairement exprimé que le dispositif ne lui convient plus, qu'elle ne validera aucun décret et que nous n'avons pas le droit d'y toucher. D'ailleurs, 2 ans plus tard, on essaiera de toucher au plafond et elle refusera ce point, au plafond et au prix. Dans le cadre de la loi énergie-climat, on avait introduit cette flexibilité. Donc, on arrive et le constat qu'on fait et qu'on écrit dans la PPE, c'est qu'on doit se projeter dans la régulation d'après. Et l'ambition qu'on avait, et qui n'est pas tenue, c'est que dans le quinquennat 2017-2022, on ait implémenté, on est dans les textes, la régulation qui prendra la suite de l'Arenh en 2025. Les circonstances font que... Et j'entends de la frustration dans vos interpellations, monsieur le député, et je la partage. C'est ce que j'ai dit sur le fait que la situation d'EDF était ultra contrainte. Par cette espèce d'écheveau du fait que l'Arenh était un compromis non assumé, enfin non autorisé, mais toléré par la Commission européenne, à la suite d'un contentieux précédent, jamais vraiment soldé, qui avait demandé d'autres, sur l'hydraulique, sur des choses comme ça, etc. Et que notre ambition en 2020, on ne l'a pas fait, je vous l'accorde bien volontiers. En 2020, on a eu le Covid, on a eu plein d'autres choses, on n'a pas fait ça. C'était d'essayer de traiter ce problème-là, de redonner un cadre, comme on avait essayé de redonner un cadre, il vaut ce qu'il vaut, vous pouvez le juger ex post tout à fait mauvais. Mais je pense que sur la PPE et sur le mix, on a essayé de donner un cadre cohérent de mise en œuvre des objectifs politiques qui étaient les nôtres à cette époque-là et que vous pouvez critiquer, mais qui étaient la fermeture du charbon, le rééquilibrage à horizon de 2035 du mix, etc., etc. De même, notre ambition en 2020, l'ambition d'Édouard Philippe en 2020, c'était de dénouer un peu ce nœud gordien du fait que EDF, dans sa régulation, était coincé de partout. Parce que M. Ladoucette peut dire qu'on aurait pu augmenter l'Arenh et l'indexer. Je suis désolé, on l'a demandé, on a essayé de le faire. Et ça aurait été encore rouvrir un nouveau conflit avec la Commission européenne. On a vu ce qui s'est passé sur Corsica Ferry, enfin pas Corsica Ferry, la SNCM. On peut prendre des décisions de temps en temps en se disant bah, tant pis, on va aller de conflit en conflit, etc. Ça finit très très mal. Donc à un moment donné, ce qu'il fallait, c'était poser les choses avec la Commission européenne, trouver une voie pour avancer et résoudre en même temps, si je puis dire, l'ensemble de ces conflits. L'hydraulique, la mise en concurrence, l'Arenh, Hercule ou pas Hercule, j'en sais rien. Je ne vous dis pas qu'on y serait arrivé. C'était nos programmes, c'était ce qu'on voulait faire. Mais c'est un peu facile de dire qu'il suffisait d'augmenter l'Arenh quand, en fait, on nous allait... Pardon, mais la situation qui nous a été léguée à ce moment-là, ça n'était légalement pas possible. Ou alors on peut dire, bon, on sort de l'Union européenne et on leur en fait un bras d'honneur. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a voulu faire à ce moment-là. Je voudrais quand même vous rajouter que j'ai pas dit qu'il fallait être dans le conflit. J'ai dit que vous aviez la possibilité de travailler sur le tarif de l'Arenh. Donc vous dites c'était compliqué, je l'entends, mais est-ce que pas faire c'est pas, pour moi c'est pas se mettre en conflit avec l'Europe, c'est régler les problèmes. Parce qu'aujourd'hui la frustration, elle est sur les 66 millions de Français, qu'ils soient simples administrés ou chefs d'entreprise ou artisans, qui payent l'électricité bien trop cher parce qu'on a perdu notre souveraineté. Mais en 2019, dans le bureau de la directrice de cabinet de Margrethe Vestager, je suis venu présenter un projet de réforme de la régulation avec un prix substantiellement supérieur à 42 €. Et on a eu une discussion extrêmement difficile qui nous a renvoyés dans nos buts sur un certain nombre de sujets. Mais on a fait ce travail. Et au-delà de Thibault avec ses homologues, sans trahir de secret, la nouvelle commission s'installe. Notre nouveau commissaire français l'a rejoint dans les dossiers que le président de la République le Premier ministre porte auprès de la nouvelle commission, dans le dossier que nous donnons à notre commissaire en disant, etc. Il y a en tête de nos priorités celui-là.
Donc, monsieur le député, on ne vous dit pas c'est parce que c'était compliqué qu'on n'a pas essayé. On a essayé. Et on voulait le faire en 2020. C'était vraiment au cœur de nos priorités pour 2020. Si on regarde les priorités de notre politique européenne en 2020, c'était vraiment de renégocier cette régulation européenne. Après, il est arrivé le Covid, il est arrivé tout ça, et c'est la tâche du gouvernement d'aujourd'hui. Et je ne dis pas une seconde que c'est simple. Et je ne dis pas une seconde qu'on aurait réussi. Mais c'est redoutablement compliqué. Mais je trouve un petit peu délicat. Ah, je vous accorde totalement que là-dessus, il n'y a pas eu de résultat. Ça, je vous accorde totalement. Bien. Madame Battistel. Non. Oui, si. Alors, on vous entend pas. C'est les joies de la technique. Alors, peut-être qu'il faut... J'ai eu pas mal de c'est bon. problèmes. C'est bon. Vous voyez, c'est bon? C'est bon. Je suis désolée, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion d'abord, ensuite de son qui ne me parvenait pas. Et puis, donc, du coup, j'ai loupé une grande partie de l'audition et je ne voudrais pas rallonger en posant des questions qui ont déjà été posées. Donc, je me permettrai de reprendre en replay le début de l'audition. Peut-être une seule question qui prolonge celles qui viennent d'être évoquées sur les discussions difficiles que vous avez eues avec la Commission européenne, dont je ne doute pas, pour l'avoir fréquentée assez régulièrement, que c'est jamais très simple, sur la question du prix de la reine. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la valeur de la reine serait plutôt autour de 50 €. Est-ce que vous considérez que le contexte autour de l'énergie d'aujourd'hui, de la crise de l'énergie, de la finalement prise de conscience de la Commission européenne de l'importance de la souveraineté va nous permettre d'être plus écoutés et en tout cas d'avoir une Commission européenne moins réticente aux propositions françaises? Moi, je suis... encore une fois, je me garderai bien. J'ai réagi vertement sur ce que des gens qui n'avaient pas réussi à faire vous disent qu'il était simple de faire. Donc moi, je ne considère jamais que ce qu'on n'a pas fait, c'est simple de le faire. Mais je n'ai pas dit que c'est vous qui l'avez dit, je dis que M. Ladoucette a dit on aurait dû faire. Bon. Moi, aujourd'hui, je pense quand même, sans du tout banaliser la difficulté et la technicité du sujet, et la constance aussi des positions de la Commission, parce qu'elle est toujours quand même relativement constante sur ses bases. Je pense que la situation, évidemment, ouvre une opportunité en Europe. Devant les résultats qu'on a, devant les urgences, aussi bien pour les ménages que pour l'industrie, il y a évidemment une voie sans doute nouvelle pour négocier une régulation. Il n'empêche qu'il restera toujours un certain nombre de sujets de fond qui devront être traités. Mais vous avez raison, madame, le contexte, la situation, l'urgence vont certainement amener à un peu plus de souplesse dans les positions européennes et c'est le bon moment d'en profiter. Dans le même temps, les sujets énergétiques se multiplient. Vous l'avez bien vu, on a la situation d'EDF à régler, mais on a aussi la situation plus globale de la sécurité d'approvisionnement, de compléter le marché européen par une PPE européenne, tout ce dont on parlait, qui est tout sauf simple. Mais je pense comme vous que c'est sans doute un moment où il y aura plus d'écoute et plus de capacité à conclure du côté de la Commission qu'il ne pouvait y en avoir en 2019. Peut-être, Monsieur le Président, Je vous en prie. Une petite question complémentaire sur les discussions ou le travail qui va être mis en œuvre pour la réforme de la reine, puisqu'elle vient s'éteindre dans 2 ans. Moi, je pense je considère qu'il faut engager ces réflexions assez rapidement pour ne pas avoir à prolonger un dispositif qui aujourd'hui donne moyennement satisfaction. Est-ce que vous considérez que la reine a toujours beaucoup de sens à un moment où qu'on connaît sur cette situation, mais aussi où le prix des différentes ENR qui sont devenues quasiment toutes matures vont produire finalement à une valeur qui sera à peu près identique au plafond de la reine renégocié à 50 € et que du coup, chacun des fournisseurs alternatifs aura tout loisir de se fournir sur d'autres
d'autres sources d'énergie et du coup l'intérêt de l'Arenh peut être quand même moindre que maintenant. Est-ce que vous pouvez me donner votre position sur ce sujet? Merci. Je vais laisser Thibault, qui est plus expert que moi en la matière, vous répondre, mais je voudrais pas... ce que je vous ai dit en introduction, quand je vous disais que l'Arenh ne pouvait pas être la seule raison des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, je voudrais clarifier que je ne suis pas un grand supporter. Je vous ai dit que à la fois le niveau de l'Arenh, 42 plutôt que les 48 qui étaient justifiables à mon sens, 48, 50 qui sont sans doute justifiables et que nous voulions présenter, dont nous vous avons dit que nous avons voulu le présenter à la Commission, sans beaucoup de succès. Surtout ce mécanisme d'asymétrie de l'Arenh qui fait qu'il y a un droit d'option pour les fournisseurs alternatifs et non pas un engagement ferme de le prendre, ça me semble profondément pernicieux. Donc ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit. Je dis juste que d'une façon ou d'une autre, on reviendra, il faudra sans doute le renommer parce que c'est devenu tellement épidermique, mais on reviendra sans doute à l'idée qu'il y a un tarif du nucléaire qui est un investissement, un bien commun de la nation sur lequel on a investi. Et c'est ça qui, d'une façon ou d'une autre, devra être mis par EDF à disposition de la population à ce prix-là. Parce que personne n'admettrait que si le prix de l'électricité va à 70 ou à 100 de façon pérenne après les turbulences dans lesquelles on est, qu'on accepte de payer 2 fois le coût de revient de quelque chose qui a déjà été financé par l'effort national depuis 50 ans. Et donc, d'une façon ou d'une autre, le prix du nucléaire, ce que les gens appellent parfois la rente nucléaire, qui moi j'appelle pas du tout la rente nucléaire, parce que je ne trouve pas que ça soit le bon terme, mais le prix de base du nucléaire, c'est un bien commun. Il est logique que les Français et l'industrie française y aient accès à un prix garanti. Après, comment est-ce qu'on construit le reste? Est-ce qu'on met par-dessus de la concurrence sur les fournisseurs pour pouvoir susciter de l'investissement ou pas? C'est de second ordre de mon point de vue. Ce qui compte, c'est qu'on garde restitué aux Français et pas capté par l'opérateur le tarif qu'ils ont en fait financé par leurs impôts et par leurs contributions depuis des années. Et de ce point de vue-là, l'Arenh a cet atout qu'elle l'a permis, y compris en dehors des ménages qui restent éligibles aux tarifs réglementés, de donner un prix, de donner une orientation en termes de prix aussi pour les entreprises. Parce que à la fois les fournisseurs alternatifs qui bénéficient de l'Arenh, mais EDF qui doit aussi être compétitif vis-à-vis de ces fournisseurs alternatifs, intègrent l'Arenh dans leur formation des prix. Et c'est du coup un outil assez unique en Europe qui nous permet de ne pas dépendre à 100% des prix de marché pour les entreprises. Et ça a une valeur, et d'une façon ou d'une autre, c'est cette valeur aussi qu'il faut qu'on conserve. Le risque étant, demain, dans une future régulation, qu'on soit limité uniquement aux ménages et qu'on ne puisse plus en faire bénéficier les entreprises. La nature de bien de marché de l'électricité étant par essence discutable et la nature du nucléaire étant d'ailleurs aussi particulièrement complexe dans une logique de marché. Je vous remercie, Monsieur Ribadeau-Dumas et Monsieur Normand, pour la disponibilité devant notre commission d'enquête. J'informe au passage les membres de notre commission d'enquête que nous venons de conclure la 82e heure d'audition et de travaux. Je crois que c'est pas rien. Il en reste encore quelques-unes devant nous. L'occasion aussi pour moi de remercier les administrateurs, le service du compte-rendu et les séances qui nous supportent depuis 82 heures, on va dire gentiment. Cette audition était éclairante sur un certain nombre de sujets, y compris sur la façon dont les décisions politiques se construisaient, se prenaient, et le fonctionnement d'un certain nombre de mécanismes politiques au début du quinquennat précédent. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci.